Ouais, donc on va faire le cours, tu vois, ça veut dire, ok, donc je sais pas. Bon, il a, donc maintenant j'étais en faut que je mette, en espérant que j'arrive à ne pas faire de catastrophe avec les textes. Je pense que ça, ouais, donc ça, c'est le Rambam. Voilà, qu'est-ce que je fais? J'arrive, hein. Donc, normalement, voilà, c'est bon. Maintenant, je peux zoomer. Voilà. Donc, on est on commence le chapitre 5 des lois des rois. Et c'est là où ça commence vraiment à parler sur les guerres. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, comme je vous ai dit, en fait, ça veut dire ça veut dire le Rambam, il parlait plus sur les lois des rois que sur les lois des guerres, mais bien que le titre, en fait, c'est les lois des rois et les lois des guerres, mais en fait, j'ai perdu maintenant. Deux secondes. Deux secondes, je vous ai perdu déjà. Je sais pas comment ça se fait. Enfin, je sais que vous êtes là, moi je ne vous vois pas, mais bon, en espérant que. Non, c'est pas super. Une seconde, une seconde. J'ai vraiment aucune idée, encore une fois, de ce qui se passe. Bon, vous me voyez, vous n'avez pas de problème? On voit tout. On voit, mais le texte est tout petit. Ok, d'accord, donc ça. Une seconde. Ok, donc pour l'instant, laissez-moi encore un petit peu. Désolé de tout ça. Je ne sais pas, parce que dernièrement j'ai des problèmes, c'est peut-être un peu le fait d'être malade qui est. Je sais pas. Ok, une seconde. Je vais y arriver. C'est incroyable, mais ouais. En fait, c'est mon ordi qui a un problème clair. 2 secondes, parce que là, la souris a complètement disparu. C'est pas vraiment normal. Je vais essayer de zoomer ça. Ah non, non, vous avez plus grand là, j'imagine. Ouais. Vous voyez plus grand ou pas? Non, pas encore. Aïe, 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 aïe. Ouais, dans 2 secondes. Je vais essayer de livre le call et de revenir. 2 secondes. Parce que je vais devoir restart l'ordi. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. À moi, attends une seconde. Quand tu dis que vous ne voyez pas plus grand. Non. Ok, j'ai compris ce qui se passe. J'ai compris ce qui se passe. Voilà. Voilà, parfait. Ok, d'accord, maintenant 2 secondes. J'ai fait un mot très très grand même, mais là, 2 secondes, là, j'ai compris ce qui se passe ici. Voilà. Et maintenant, je sais que vous n'êtes pas centré en plus. Ok. Voilà, normalement c'est bon. Ouais. Mais je peux grandir un petit peu si vous voulez encore. Ouais. Bon, ok. Donc j'y vais. Donc en tout cas, comme je vous dis, donc en fait, on est sur les lois des rois. Et donc ça commence vraiment les lois des guerres à partir du chapitre 5. Donc voilà, donc ici, et donc dans ce cours-là, on va simplement aborder une seule halakha. Ça veut dire que j'ai fait, voilà, honnêtement, j'ai pas, c'est pas du tout le top du top, mais je suis content d'avoir été capable de préparer le cours et de le faire, j'espère, et merci d'écouter. Et tu vois, mais en fait, ce que je parlais, c'est le concept même, tu vois, de loi, de guerre, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas une obligation. Les lois qu'on appelle milchemet hareshut en hébreu, ça veut dire les lois facultatives, si on voulait traduire ça. Et en réalité, donc, on sait que, pour expliquer en réalité, ça veut dire, je fais cette introduction à l'oral, même si c'est des gmarot, et on ne va pas faire ces gmarot dans les mots pour l'instant, en tous les cas, pas dans ce cours-là. Mais en réalité, simplement pour le savoir, ça veut dire c'est que la Gemara, elle fait il y a la Gemara distingue 3 types de guerres en réalité. Il y a les guerres qui sont appelées Milchamet Chova, ça veut dire des guerres qui sont des obligations, comme la Chiyuv, Chova, obligation absolue. Il y a des Milchamat Mitzvah, il y a des guerres de Mitzvah, ça veut dire qu'une Mitzvah, ça veut dire que c'est une Mitzvah de la faire, mais c'est pas obligé, c'est-à-dire dans le sens où comment expliquer la différence? Ça veut dire qu'on peut dire, c'est comme si par exemple, voilà, je sais pas, il y a quelqu'un, si quelqu'un qui est malade, il y a une mitzvah pour n'importe qui d'aller, on va dire, d'aller le visiter ou d'aller, si c'est quelqu'un, de le guérir, quoi. Mais quelqu'un, il peut toujours dire, voilà, il y a un autre docteur. Tu vois, ça veut dire, le docteur qui va aller visiter le malade, il fait une mitzvah, mais il n'est pas obligé, il n'y a pas une obligation sur chaque docteur d'aller voir chaque malade. C'est-à-dire, c'est ça, une mitzvah. Ce concept de mitzvah, il veut dire ça. Il veut dire que c'est une mitzvah, mais c'est pas une obligation.
Mais c'est voilà, c'est bien, ça veut dire, voilà, c'est comme on avait vu déjà que par exemple dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là où par exemple peut-être, tout ça c'est discutable, on verra ça après plus tard, mais c'est-à-dire que c'est dans ce cas-là où quelqu'un pourrait dire voilà, celui-là j'étudie une Gemara, je fais la Gemara, j'étudie, je fais une autre mitzvah, donc je suis pas astreint de faire cette mitzvah, d'aller à la guerre. C'est-à-dire, donc ça, c'est dans le deuxième type de guerre. Donc, il y a le premier type, c'est les mitzvahs qui sont une chova, c'est une obligation absolue. Il y a un autre type de mitzvahs, c'est les mitzvahs les guerres qui sont en fait des guerres qui sont voilà, des mitzvahs, mais qui sont pas des nécessités absolues. Et la troisième type de guerre, tout ça, on verra, c'est les guerres qui sont facultatives. Moi, dans ce cours-là, je vais simplement parler un petit peu des guerres facultatives, parce que en fait, c'est sur ça que voilà, le Rambam, voilà, et là, en fait, c'est-à-dire quand la Gemara elle est très loquace, elle est très claire, et le Rambam il va être aussi très clair pour expliquer c'est quoi une mitzvah, une guerre qui est une nécessité absolue, et qu'est-ce que c'est une guerre qui est une mitzvah. Et voilà, ça veut dire simplement pour dire très simple, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, une guerre de nécessité absolue, c'est comme la guerre de Yom Kippour ou les choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une attaque sur le peuple, etc. Et donc, clairement, là, il faut se défendre, etc. Ou d'autres, les mitzvot, même pour conquérir la terre d'Israël, a priori, ça serait une chova, et voilà, des choses pareilles, mais l'Agma, elle en parle, quoi, etc. Mais par contre, qu'est-ce que c'est une guerre facultative? C'est pas du tout évident. Et en fait, l'idée surtout, c'est quoi c'est quoi la condition? Est-ce qu'il n'y aura aucune condition? Est-ce que ça veut dire simplement une guerre facultative? Ça veut dire le roi, il décide de pour une raison stable comme ça, uniquement comme ça, d'aller dire, OK, je vais aller conquérir comme Napoléon, quoi, ou comme Poutine, je vais aller conquérir l'Ukraine, ou je vais aller conquérir un truc. Est-ce que le roi il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il n'a pas le droit de faire ça, etc. Et voilà, sous quelles conditions, en fait, une guerre facultative, elle est envisageable. En fait, c'est de ça un petit peu que je parle aujourd'hui, parce que voilà, c'est moins clair, en fait, si tu veux. Mais bon, voilà, c'est vrai que pour dire ça, c'est avec une introduction, très courte introduction. Et voilà, donc, mais en tout cas, le Rambam, dans les lois des rois, lui, commence simplement avec, il ne parle pas d'une guerre d'obligation absolue. Ça veut dire, donc, je lis le Rambam, voilà. Donc, c'est pour vous dire, donc, donc lui, le Rambam, il dit une autre halakha qu'on va pas s'étendre aujourd'hui dessus, peut-être une autre fois, parce que ça, c'est très riche. Hein, donc, il lui dit, en tous les cas, un roi, ce qui veut dire le Rambam, c'est que, OK, le roi, il sous-entend, il pourrait faire des guerres facultatives, puisque ici, il va opposer, il ne va pas parler, comme je vous ai dit, une grande bizarrerie que le Rav Yosef Karo, il va remarquer dans le Rambam. Pourquoi est-ce que le Rambam ne parle pas d'abord des mitzvot, des guerres qui sont des nécessités absolues, alors que le Rambam il fait l'impasse sur le sujet, en tous les cas au début. Et donc il va simplement parler, il parle de Milchamat Mitzvah. Lui, ce qu'il veut dire, le Rambam, c'est quand il dit En amelech nilcham techila ela milchamet mitzvah, ça veut dire le roi ne commence à faire des guerres que des guerres de mitzvah. Ce qu'il veut dire par là, il veut dire en fait, le roi, il peut faire des guerres facultatives, des milchamet reshut, mais il doit d'abord faire des guerres de mitzvah si jamais il y en a à faire. On a même l'impression qu'il veut dire que il faut que le roi il peut faire des conquêtes, mais il faut qu'il ait commencé la guerre d'abord pour une mitzvah, quoi. Peut-être un truc comme ça. Si on lui le Rambam vraiment textuellement, ça voudrait dire ça. Parce qu'il dit En amelech nilcham dekila ela milchemet mitzvah. Ça veut dire un roi il commence à rentrer en guerre que si c'est une milchamat mitzvah. On a l'impression, il veut dire, et après ça, s'il veut, il peut faire des guerres il peut faire des guerres qu'on va appeler facultatives. Donc il dit ensuite Vezeu milchemet mitzvah. Qu'est-ce que c'est les milchemet de mitzvah? Donc, il disait Milchamet Shivat Amamim, c'est la guerre de conquête d'Israël à l'époque de Josué, a priori, contre les 7 nations, que c'est des nations qu'il fallait exterminer. Et Milchamet Amalek, et ça veut dire, et la guerre d'Amalek, ça veut dire, voilà, qu'il faut aussi exterminer. Ensuite, il dit Vezrat Israël Miyat Sar Sheba Alehem, ou aider des Juifs qui ont été attaqués par des non-Juifs. Et encore une fois, tout ça, ça veut dire le Rav Yosef Karo, il va dire, et c'est pas le sujet du cours, mais il va dire, mais ça, c'est pas des milchamet mitzvah, c'est des milchamet chova. Et le Rambam, ça veut dire, ça va rester, ça veut dire, voilà, ça veut dire, on va pas rentrer dans cette question. Mais tu vois, pour l'instant, on reste, ça, il faut savoir que c'est une question. Ça veut dire, normalement, le Rambam, il n'aurait pas dit que c'est une mitzvah. Une mitzvah, ça veut dire, OK, je fais cette mitzvah, mais je peux en faire une autre. Et alors que c'est mitzvot qui décrit la conquête de la terre d'Israël, la destruction des 7 peuples, la destruction d'Amalek. A priori, c'est des milchemet, des chova, des chiyuvim. OK. Après ça, on te dit, ce qui nous intéresse plus pour l'instant, c'est ça, mais ensuite, il peut faire donc des guerres facultatives.
Vehi milchamet, donc, qu'est-ce que c'est une guerre facultative? Donc, il dit, Vehi milchama shenilcham im sha'ar ha'amim, c'est une guerre qui fait, en fait, contre les autres nations, qui ne font pas partie du territoire d'Israël, font pas partie, puisque les sept peuples, c'est les peuples qui définissent la taille du territoire d'Israël. Donc, c'est une guerre simplement facultative, quoi, de conquête, on va dire, qui est l'archive boulot pour, enfin, l'archive boulot d'Israël, pour arranger, pour élargir la frontière d'Israël, pour l'arbot bigdulato veshimro, et pour augmenter sa grandeur et sa réputation. Et donc, ça veut dire, voilà, exactement, t'as compris pourquoi c'est rigolo, parce que aussi, je vous ai fait l'introduction, ça veut dire, l'idée, c'est que c'est-à-dire que le Rambam, il dit, en fait, qu'un roi, il peut simplement, tu vois, faire des guerres pour s'amuser, ça veut dire, voilà, et c'est tout à fait, voilà, ça veut dire, il n'y a pas besoin que ce soit la nécessité du clan d'Israël, que ce soit XY, non, tu vois, c'est comme Napoléon, quoi, ça veut dire comme Alexandre le Grand, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu peux y aller, c'est bon. Et la question de savoir, c'est d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça, tu vois, c'est ça la vraie question, ça veut dire, parce que dans la Gemara, c'est pas du tout mashma donc, en fait, si tu veux, il y a deux gros problèmes. Donc, comme je vous dis, sur ce premier Rambam, qui est la première loi du Rambam sur la loi des rois, il y a deux gros problèmes. Le premier problème, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que je pense que tu vois, c'est trop compliqué pour moi par rapport à mon état, tu vois, donc j'ai laissé tomber. Mais peut-être la prochaine fois, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le Rambam, tu vois, il appelle ça les guerres contre Amalek, spatialement, les guerres contre les 7 nations, mais en plus, à l'aide d'Israël qui est attaqué par un ennemi, il appelle ça des milchama de mitzvah, que ça voudrait dire que c'est pas une obligation absolue. Ça, c'est un gros problème. Comme je dis que c'est la question du Kesef Mishneh, du Rav Yosef Karo. C'est une question qu'on va pas laisser on va pas parler aujourd'hui. Mais le deuxième grand problème qu'il y a dans ce Rambam, c'est que lui, il invente un nouveau concept. Ça veut dire, le concept de milchamet areshut, ça veut dire de guerre facultative, il existe. Mais en réalité, on voit, quand on va voir la Gemara, on n'a jamais vu la Gemara, elle dit jamais tu peux en fait commencer à faire une guerre pour augmenter les frontières et pour, tu vois, pour augmenter ta guédoula, ta grandeur et ta réputation. Ouais, c'est parce que tu vois, tu mets en danger des vies, etc. Ça veut dire, si tu veux, la question, tu vois, qu'on va voir, c'était déjà le concept même de guerre facultative, mais il est déjà questionnable, tu vois, c'est comment le roi, il a le droit de mettre en danger des gens, des juifs, quoi, alors qu'il n'y a aucune nécessité, tu vois, c'est en soi, tu vois, mais le concept existe, voilà. Et lui, le Rambam, il a complètement, si tu veux, élargi d'une manière assez gigantesque. Ok, donc je veux qu'on va commencer, voilà, c'est sur ça qu'on va regarder un petit peu les trucs, si jamais l'ordinateur, si j'arrive à faire fonctionner l'ordinateur de manière normale, si je ne me perds pas dans mes trucs, donc j'avance, tu vois, je recommence le premier texte, si tout marche bien. Donc le premier texte, c'est Sanhédrin 20. Ok. Donc, ok. Donc ça, c'est l'agma, donc ça veut dire pour expliquer d'où sort le Rambam, donc je vais zoomer les vapeurs, enfin, j'espère. Ouais. Donc voilà, donc voilà, je lis ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. Ça, c'est la Mishnah dans Sanhédrin. Donc, il est marqué au Motzi et Milchemet Areshut. Donc, c'est quand la Mishnah, donc, dans Sanhédrin, on a déjà fait, en fait, tout ça. Voilà, quoi. Ça veut dire que ça nous parle du vrai. C'est dans le deuxième chapitre de Sanhédrin où ça parle, en fait, des droits du roi. Et donc, on dit que le roi, il peut être Motzi, il peut faire sortir les Juifs, les Milchemet Areshut pour une guerre facultative. Alpi Bedin, c'est Shivim Behad. Ça veut dire, mais il est obligé d'avoir l'accord du Bedin de 71, du Sanhédrin. Ok, ou pour reste, tu vois, la reste de la halachot, c'est des autres halachot qui disent simplement qu'il peut, pour rester la soupe derrière, on ne va pas revenir sur la reste de la halachot, mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que la Mishnah, elle a rajouté que d'abord, il faut qu'il demande l'avis du Sanhédrin de 71, et voilà, donc c'est déjà quelque chose, tu vois. Maintenant, le truc, c'est qu'à part ça, c'est que la Gemara, elle va demander un truc. Elle dit, sur ça, c'est la Mishnah. La Mishnah dit simplement, voilà, d'une manière simple, il peut faire sortir le peuple pour une guerre facultative. Et sur ça, la Gemara, elle demande, elle dit, Tanina Hadazimna, c'est-à-dire cette halakha-là, que comme quoi le roi, il aurait le droit de faire sortir le peuple pour une guerre facultative, et ça a déjà été enseigné une fois dans la Mishnah. Et, où ça? Donc, en fait, la Gemara va citer, en fait, tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est une Mishnah, ça veut dire tout au début de la Masechet, a priori, qu'on va voir tout à l'heure, mais en tous les cas, la Mishnah là-bas, elle dit, qu'elle dit la Mishnah là-bas? Elle dit, En Motsin le Milchemet Areshut, on ne peut faire sortir ça veut dire le peuple pour faire une guerre facultative, et là, le Bedin, c'est le Shivim Ve'echad, si ce n'est que par le Bedin de 71. Donc, ça, c'est la Mishnah, en fait, dans le premier chapitre de Sanhédrin, que la Gemara cite, tu vois, que ici, dans la traduction en anglais, ils ont dit, c'est la page 2a.
Donc, c'est tout au début du traité. Donc, la Mishnah, la Gemara demande, elle dit, voilà, pourquoi est-ce que l'auteur de la Mishnah, il a répété ça une deuxième fois ici, tu vois, c'est-à-dire, c'était déjà marqué, tu vois, ça veut dire, voilà, on s'était déjà marqué une fois. Ok, la Gemara répond à ça. Puisque ici, dans le deuxième chapitre, on nous parle des prérogatives du roi, Tana Nami, il a aussi renseigné, Motsin et Milchemet Areshut, il peut les faire sortir pour une guerre facultative. Donc ça, c'est l'Agmara, donc c'est très court, ça a l'air a priori d'être très simple d'avoir, tu vois, de ne rien nous apprendre, mais en réalité, si on réfléchit, en réalité, il y a un problème. Pourquoi? Parce que en réalité, dans la Mishnah qu'on vient de lire, qu'est-ce qui est marqué? Il y a marqué le roi, il peut faire sortir le peuple pour une guerre facultative s'il consulte, il a l'accord du Bédin de 71. Ça, c'est une chose, tu vois. Par contre, et dans la terminologie de la Mishnah dont elle le dit, on a l'impression que c'est un droit que le roi il a. Ça veut dire le roi, il peut faire sortir, si on reprend, je vais essayer de scroll up, tu vois, pour revenir sur le texte de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y avait marqué Umotzi la milchemet areshut. Ça veut dire le roi, tout ce chapitre là, il parle des lois du roi, et on dit le roi, il peut faire sortir pour faire une guerre facultative. Donc c'est comme si le roi veut prendre l'initiative de faire une guerre facultative en demandant l'avis du Bedin. Par contre, si on regarde, tu vois, l'enseignement de la première Mishnah qui était au début du chapitre, c'était simplement marqué En motzim le milchemet areshut, ça veut dire on ne fait sortir pour une guerre facultative et al pi bedin shashivim ve'echad que si ce n'est par la bouche du Bedin de 71. C'est-à-dire que on va voir plus, quand on va regarder la Mishnah, etc., et la Gemara là-bas dans le premier chapitre, c'est-à-dire que dans le premier chapitre, on a plus l'impression que il y a une demande du peuple, on va voir tout ça, qui veut aller en guerre, ou en tous les cas, une nécessité de la part du peuple qui veut aller en guerre, et que c'est eux, si tu veux, on a l'impression qu'il y aurait la chaîne dont ça marche, c'est d'abord, il y a la volonté populaire, qui s'exprime chez le roi, comme on va le voir. Le roi, ensuite, il demande au Sanhédrin, et ensuite, ils prennent la décision d'aller en guerre, dans une guerre facultative. Mais la différence, c'est clair qu'il y a une différence entre dire en motzin, ça veut dire on ne fait sortir pour une guerre facultative qu'avec l'accord du Bédin de 71, plutôt que de dire, en fait, le roi, il peut faire sortir le peuple en demandant l'accord du Bédin de 71. Parce que dans un cas, le roi, il est passif, ça veut dire c'est en motzin, c'est comme si c'est motzin, c'est pas le roi, le sujet de celui qui va faire sortir en guerre, c'est le peuple, ou c'est le conseil, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire, et le roi, il fait que, on va voir, il est actif, mais ça veut dire il fait que entériner la décision du peuple, etc. Et alors que dans la Mishnah, dans le deuxième chapitre, on a plus l'impression que c'est le roi qui sort, donc c'est le roi qui décide de sortir comme la dissolution, quoi, de prendre, c'est lui qui prend l'initiative. Après, il consulte les types, mais ça veut dire c'est lui qui prend l'initiative. Alors que dans la première vague, on a plus l'impression que c'est l'Assemblée qui fait une motion de censure, quoi. C'est un truc comme ça, tu vois. C'est ça. Donc c'est difficile. Pourquoi la Gemara dit ça a déjà été enseigné une fois et après elle dit oui, c'est simplement parce qu'ici on nous a amené toutes les lois du roi, on a répété les lois du roi, tu vois. Donc c'est-à-dire la question de la Gemara, elle n'est pas claire. Tout ça, on va voir, etc. Donc, mais c'est ça, c'est ce que la Gemara elle a dit. Et donc, juste simplement maintenant, on va regarder la Mishnah dans le chapitre 1, on va regarder la Gemara là-bas un petit peu, et on va voir que la question, elle est faite pour renforcer un peu la question. Cette question, c'est pas la mienne, c'est la question de quelqu'un qui c'est le Sanhedrin Aktana, donc vous allez, c'est un auteur du, je sais pas, 19e siècle, et on va voir qu'est-ce qu'il va répondre, etc. Je n'avais pas la tête de sortir des trucs nouveaux de ma tête du tout aujourd'hui. Hein. Mais bon, j'espère que ce n'est que partie remise, comme dirait le Rassemblement national. Je vais dire, donc j'avance. Donc, les secondes, ça arrive, j'espère. Ok, donc ça c'est la Mishnah, tout au début du traité avec la Gemara. Donc si vous voulez, je peux. La Mishnah, elle, à mon avis, elle est un peu plus basse que ça. C'est bon. Donc en fait, voilà, donc la Mishnah, elle est là. C'est dans le chapitre 1, Mishnah 5. Il est marqué Endanin, ça veut dire on n'a pas besoin de faire sur tous les cas du jugement sur une tribu, etc., etc. Mais en fait, tu vois, donc ça veut dire, la Gemara, elle avait dit à la fin, En Motzin, c'est dans la deuxième ligne,
Voilà, ça veut dire on ne peut pas juger, on va prendre depuis le début de la Mishnah, on ne peut pas juger une tribu, ni un faux prophète. Tu vois, un Daniel Noët Hachevet, Velo et Navi Hacheker, Velo et Kohen Gadol, ni un grand prêtre, et là, du Bedin Sheshim Verhat, ça veut dire, voilà, si on veut culpabiliser une tribu d'une manière générale parce que son système de justice, il n'est pas, on va dire, il n'est pas acceptable, comme avec l'histoire de la Pélégesh Bagiva, etc. Donc, il y a toute une tribu qui doit être jugée. Donc là, il faut le Sanhedrin, il faut le 71. La même chose avec pour un faux prophète, il doit être jugé que par 71 parce que voilà, un vélo être Kohen Gadol, ni un grand prêtre, et la plus belle Jachim Verhat, voilà, il faut le Sanhedrin. Mais ensuite, on te dit, ça veut dire on ne peut sortir en guerre, ça veut dire pour une guerre facultative, ça veut dire qu'il ne serait pas une mitzvah, ni une obligation, et la plus belle Jachim Verhat, si ce n'est par le Bedin de 71. Donc on voit clairement ici que dans cette Mishnah, le roi, il n'est pas présent du tout. Tu vois. Et donc, on comprend que c'est une question sur l'Agmara. Comment est-ce que l'Agmara peut dire, mais cette Mishnah, ça veut dire, on l'a déjà enseigné, alors qu'en fait, elles ne disent pas vraiment la même chose. Ici, on te dit que le Bedin, il peut prendre la décision, en tous les cas, il doit donner son accord pour sortir en guerre facultative, et le roi, il n'est pas du tout mentionné, alors que dans le deuxième Mishnah, on nous dit le roi, il peut faire sortir dans une guerre facultative en demandant l'avis du Sanhedrin, donc c'est pas vraiment la même chose. Donc, en tout cas, quand l'Agma, là-bas, dans le premier chapitre, elle va se demander d'où ça sort cette histoire que le roi, il peut faire une guerre facultative, etc. Donc, maintenant, en espérant que je n'ai pas fait de catastrophe, voilà. Donc, ça, c'est l'Agmara là-bas. L'Agmara, elle est, je pense, 16 quelque chose. Donc, l'Agmara, elle dit là-bas, elle dit, Mina Anemile, ça veut, donc, d'où est-ce qu'on apprend, donc, quand on a besoin du Sanhedrin pour faire sortir le peuple dans une guerre facultative. Alors, Amar Rabbi Abahu dit, d'Amarkra, parce que le verset dit, Lifne Elazar à Kohen Yahamod. Donc, c'est-à-dire devant. Donc, de quoi ça parle? Ça parle en fait de Yoshua. C'est comme Moshe, il dit à Josué, il se dressera devant Elazar pour lui demander conseil, pour demander le conseil d'Yorim Betumim, etc. Donc, sur ça, l'Agma explique, donc, ou Zemeler, c'est celui qui va demander à Elazar le conseil pour savoir s'il doit aller en guerre, etc. Donc, c'est le guerre, c'est le roi. Le Kol Bene Israelito, tu vois, ça veut dire tout le peuple d'Israël. Mashuach Milchama, le Chol Haïda, et ensuite il faut le Kohen qui était spécial parce qu'il y avait un Kohen spécial qui était pour haranguer le peuple ou pour savoir qui était sélectionné pour aller à la guerre ou pas. Donc ça, lui aussi, il doit donner son accord dans le verset, puisque là-bas il est marqué. En fait, on apprend de tous les mots qui entrent dans le verset, que j'ai pas envie de cliquer dessus parce que j'ai peur de faire une manie. Mais ça veut dire que là-bas, en fait, il y a des mots dans le verset qui sont en trop. Et donc, grosso modo, on apprend qu'il faut qu'il y ait tout ça. Il faut que, on sait de l'histoire. Dans tous les cas, c'est quand Hachem il dit ça, c'est Moshe qui dit ça à Yoshua, quand il nomme Elazar comme nouveau Kohen Gadol à la place de son père. Donc, il dit voilà, Yoshua, il demandera, lui et toute l'assemblée, le conseil à Elazar. Qui demandera lui-même par le pectoral s'il doit aller en guerre ou pas. Mais en tous les cas, donc, elle m'a dit, c'est le roux, c'est Yoshua qui était le roi, le Kol Bene Israël, parce que le pasuk là-bas dit devant tout le peuple d'Israël, devant la Héda, devant l'Assemblée. Donc, il faut que tout le peuple d'Israël soit d'accord. Ensuite, il faut le Mashuach Milchama, c'est Ito avec lui, c'est le Mashuach Milchama, c'est-à-dire quelqu'un qui va assister le Kohen Gadol. C'est le Kohen qui est utilisé pour la guerre. Le Kol Haïda, c'est Sanhedrin, et quand c'est marqué toute l'Assemblée, c'est le Sanhedrin. Ok. Donc, l'Agma dit peut-être que tu vois, ça veut dire, l'Agma dit, et puis l'Agma, elle refute cette preuve en disant, mais le roi n'est pas mentionné textuellement. L'Agma dit, Vedilma, les Sanhedrin, ou des Karamrel, les Rahmana, des Ishmaelé, Bébé, Orim, Betumim. Peut-être c'est le Sanhedrin qui doit demander, en fait, au Kohen Gadol de prendre l'avis dans le pectoral pour savoir s'ils doivent aller en guerre ou pas. Et donc la Gemara, elle dit finalement, oui, c'est vrai, on ne voit pas, en fait, grosso modo, qu'il y ait le roi, il soit présent dans l'histoire. On a l'impression que c'est le Sanhedrin, il doit demander au Kohen Gadol. Or, dans la Mishnah, en plus, le Kohen Gadol, il n'est pas mentionné. Donc finalement, la Gemara, bizarrement, elle abandonne, en fait, le fait de chercher une source dans la Gemara, dans la Torah, pour comment ça veut dire, comment est-ce qu'on sait que le Beddin, en tout cas le Sanhedrin, pourrait prendre une décision d'aller dans une guerre facultative? Elle abandonne, comme ça, tu vois, elle dit, hop, comme on ne sait pas qui, de quoi ça parle, etc. Elle laisse tomber. Et finalement, elle dit, elle part sur un midrash.
Et là, qui a un midrash qui est connu, elle dit, et là, qui a d'Amar Ravacha Bar Bizna, c'est comme il a dit Ravacha Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, elle dit Rabbi Shimon Chassida, Kino Aya Talou le Mala Mimitato Shel David, donc il y avait comme une sorte de harpe, ou on peut dire un violon, ou un instrument à cordes, dans tous les cas, qui était sur le lit de David. Kevin Shegia Chatzot Laila, quand c'est arrivé minuit, la minute de la nuit, Ruach Sephonit Menashevet Bo, il y avait un vent du nord qui coule, ça veut dire qui agitait les cordes. Daya Menagen Mela, mais donc il commençait à jouer tout seul. Mia Daya David Omed Vosakva Torah. Tout de suite, David se levait et il étudiait la Torah. Achala Mudashachar, jusqu'à ce que ça arrive. Alotashachar, ça veut dire, je sais pas, le lever, c'est avant le lever du soleil, c'est 72 minutes avant. Alotashachar, je ne sais pas comment on appelle ça. En anglais, c'est down, je ne sais pas comment ça sera en français, je ne sais pas, c'est les aurores. Kaman Shalom Mudashachar, dès que ça arrivait les aurores, Israël et Slo. Il y avait les sages d'Israël qui rentrent chez lui. Ça me fait rigoler parce que c'est plutôt ma femme qui vient en fait. Là, tu vois, c'est les armées Israël, au moins, c'était encore pire ou moins pire, j'en sais rien. Donc, dès que c'est arrivé 5 heures du matin, ça y est, c'était les armées Israël qui rentrent chez lui. Amoulo a donné nous à Melech, donc ils lui disent notre maître le roi, Amra Israël Tsushim Parnassa. Ça veut dire le peuple d'Israël a besoin d'une Parnassa. Donc, c'est LFI, quoi. Les coups, les sous-émisés. Donc, lui, il a la première option, LFI, de dire oui, nourrissez-vous les uns les autres. Donc, l'idée, elle est en même sur ça, c'est ce qui a marqué, hein, c'est super rigolo. Mais bon, c'est exactement LFI. Hein. Ça veut dire, on peut faire un système où on distribue l'argent, ça veut dire, taxer les riches, quoi. Amoureux, mais donc a priori, c'était ça, a priori, mais ça, c'est ce que David y répond, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le Sanhedrin, il a l'air tellement content de cette idée, comme d'habitude, qui sont hyper de droite à chaque fois. Amoureux, Anakometz, Masdia et Tahari, ça veut dire, on ne peut pas nourrir un lion avec une poignée de farine, quoi. Grosso modo, ça veut dire, si tu taxes les riches, ça ne marchera pas, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas payer la dette, quoi, un truc comme ça. Donc, ven abord mitmane mecholiato, ou bien ça veut dire tu ne veux pas remplir. Quand tu creuses un trou, quand tu creuses un trou, c'est quand tu creuses un puits, quand tu creuses un trou. Si tu essaies de le re-remplir avec la terre que tu as mis dedans, tu n'arrives pas, en fait, si tu veux, tu as besoin d'amener de la terre extérieure pour boucher le puits. Parce qu'il y a, donc, ça veut dire, c'est la même chose, quoi. Ça veut dire, c'est pas en taxant que tu vas réussir tu vas toujours rester avec un trou, quoi. Donc il dit ok, si c'est comme ça, allez, il y a des Khambagédout. Ça veut dire venez, on va y aller, on va faire la guerre et on va attaquer, on va se faire du butin en attaquant les voisins, quoi. C'est ça, grosso modo. Chacun des solutions radicales. Miyad, donc évidemment, ça, tout le monde est d'accord. Tu vois, Miyad, Yoatzin, Achitophel. Donc ça veut dire tout de suite, on demandait à Achitophel. Achitophel, c'était a priori, c'était le chef des stratégistes de l'époque de David, quoi, que tu vois, parce qu'en fait, si tu veux, David, en fait, quand tu regardes un truc, la raison pour laquelle il avait tellement de succès militairement et tout ça, c'est parce qu'il était super bien entouré, quoi. Tous ses conseillers qui va tous d'ailleurs, donc Achitophel qui va se suicider, entre parenthèses, qui vont tous avoir des fins tragiques, mais qui sont tous eux, en fait, les instruments du succès, tu vois. Mais bon, en tous les cas, donc, ça veut dire en tout cas, donc il demande à Achitophel qui était, tu vois, celui qui était le génie de l'époque. Lui, il dit d'accord, ou sûrement il avait une stratégie, comment faire, il écrivait une stratégie, comment conquérir le pays d'à côté. Benim Lachin, mais Sanhedrin, il aurait demandé au Sanhedrin, voilà, donc je ne sais pas exactement, c'est les ronds de cuir, quoi, etc. Ensuite, les Shoalin, Borim et Tumim, et ensuite on demandait Borim et Tumim. Voilà, et il dit, allez, Amar Rav Yosef, il dit, Maïkra, puisque c'est un verset qui dit explicitement, Bahare Achitophel, après qu'on demandait à Achitophel, on demandait, il y avait Benayahu Benayoyada, Beviatar. Donc voilà, donc ça veut dire Benayahu Benayoyada, c'était le chef en fait exécutif, on va dire. Eviatar, c'est le Kohen Gadol, donc celui qui avait le pectoral. Vincent Tseval les Melech, Yoav, et donc le chef de l'armée générale, c'était Yoav, on a déjà parlé la dernière fois, qui s'est suicidé sur l'hôtel, etc., pour pouvoir garder l'argent de ses enfants. Ça, Achitophel, c'est Yoès. Bon, bref, on te dit. Mais tu vois, tout ce qu'on voit de cette histoire-là, dans ce que la Gemara a décrit, tu vois, plutôt, c'est que, en fait, ce qui est important, c'est que ne sait pas David qui se réveillait et qui disait, ouais, ok, aujourd'hui, j'ai envie de me taper, de me faire la Syrie, on va bien rigoler, tu vois, etc. Et je fais ça, comme il dit le Rambam,
pour ma réputation et pour mon honneur. Ça veut dire que ça partait quand même d'une crise financière. Ça veut dire que tu vois, c'est que il arrive à 5 heures du matin, il disait on n'a pas de temps à ça, on a les mecs, tu vois, de LFI, je sais pas quoi, qui demandent, tu vois, le RSA, on n'a pas de quoi le sortir, tu vois. Mais ça veut dire, mais voilà, donc ça veut dire, donc ça partait, en tout cas, c'est le peuple qui demande, et le Sanhédrin même qui demande au roi, et le roi, en fait, il fait que, en fait, entériner, si tu veux, une sorte de, tu vois, de volonté du roi. Du volonté du peuple, je veux dire. C'est pas son initiative. Je pense que je vais un peu scroll down, là, tu passes. Je refais la catastrophe. Et maintenant, je vais refaire. Une seconde. Excusez-moi. Donc, j'essaie de voir si jamais, tu vois, voilà, ça explique tout ça, ça reprend en second verset. Voilà, et après ça, tu peux voir ça. Après ça, tout le suite, c'est simplement qu'on ramène des versets de tout ça, d'expliquer quel était chacun son rôle dans le gouvernement, etc. Mais voilà, donc grosso modo, ce qui est surtout important à prendre de cette histoire-là, c'est que c'est le peuple qui demandait et que c'était pas fait d'une manière arbitraire par le roi, tu vois, c'est-à-dire, voilà, et que le roi, en fait, il faisait que, comment dire, je sais pas ce que je suis en train de faire là pour l'instant, complètement un peu perdu, mais le roi, il faisait que entériner la volonté du peuple. Je me dis, c'est pas la peine de faire. Si vous voulez faire les versets, on peut faire les versets. Tu vois, qui explique qu'est-ce qu'il faisait, mais je me dis, on peut laisser tomber. On laisse tomber. Donc, en fait, donc la suite, si tu veux, donc donc celui qui pose la question, encore une fois. Donc voilà, on va faire la question dans le texte, si vous voulez, de l'auteur. Donc, celui qui a posé cette question, il s'appelle le Sanhédrin Ktana. Donc, normalement, voilà, il y a son nom en haut, il s'appelle Bronstein. Voilà, Abraham Yoshua et chez Bronstein. Et par contre, les dates, ils les ont pas mis, donc je ne connais pas, mais vous pouvez Google. Donc, en 2 secondes, je vais essayer d'arriver sur le truc. Voilà. Ouais. Je peux essayer de zoomer un peu plus pour avoir ça comme ça. Donc, ça me fait peur de zoomer à chaque fois. Bon, j'arrête. Mais donc voilà, en tous les cas, donc, je pense que j'espère que c'est assez grand pour vous. Alors, on va passer ici le passage, la première colonne. Donc, je le fais dans les mots, tu vois. Donc Begmara, donc lui, il parle donc sur la Gemara de laquelle on était parti, dans la page 20 dans Sanhédrin, qui avait demandé en disant voilà, on savait déjà, donc la Mishnah, elle avait dit dans le 2e chapitre du Sanhédrin, voilà, le roi, il peut faire sortir le peuple pour une guerre facultative en demandant l'opinion du Sanhédrin. Et la Gemara a dit, mais ça, on l'a déjà enseigné, on l'a déjà enseigné dans le 1er chapitre. On voit qu'on sort pour une guerre facultative en demandant l'avis du Sanhédrin. Et la question évidente, c'est de te dire, mais là-bas, dans le 1er chapitre, le roi, il n'est pas mentionné du tout, tu vois. Donc, c'est clair que ici, dans le 2e chapitre, on nous apprend une loi nouvelle, comme quoi le roi, c'est lui qui peut prendre l'initiative de commencer une guerre. Donc, la Gemara est incompréhensible. Ça, c'est ce qu'il va dire. Donc, dans les mots, il dit, ça veut dire, il y a lieu de réfléchir. Dilma et il, peut-être plus haut dans le chapitre précédent, Machmi et nous, on nous a enseigné, que le roi n'a pas le droit de faire sortir le peuple aussi la milchama, de le faire sortir pour une guerre, sans demander l'avis du Sanhédrin. Voilà, mais ça voudrait dire en fait que c'est pas lui qui prend l'initiative, ça voudrait dire en fait, c'est pas le roi qui a demandé, mais c'est-à-dire que même si le roi il veut parce que le peuple lui a demandé, il faut demander l'avis du Sanhédrin. Alors que ici, dans le 2e chapitre, on nous dit que c'est le roi qui prend l'initiative. Et ici, Machmi on nous apprend d'alcool panim que quoi qu'il en soit, il y a des Sanhédrin, en demandant le Sanhédrin, il y a la possibilité, le roi a le pouvoir, la Kof et Ta'am, de forcer le peuple, il est la Milchamat Areshut pour aller pour une guerre facultative. Une guerre facultative. Ce qui en soit un chidouche. Dimi Mishnah Rishona, puisque si c'était que de la Mishnah qui est mentionnée dans le 1er chapitre, ça veut dire j'aurais pensé, si vous serez monté dans l'esprit, que ça parle uniquement quand il est poussé par une volonté populaire, c'est-à-dire tout le peuple veut aller en guerre et le roi il fait que céder en fait à un désir du peuple démocratique. Doumia de David Ameller, comme l'histoire qui est ramenée là-bas de David Ameller, Shamar Lahem, quand il leur a dit, Lechu Pashtu Yadechem Bagidut, ça veut dire allez et on va jeter vos mains sur le butin, c'est la traduction, ça veut dire on va, voilà, donc la guerre, elle n'était pas pour son honneur, elle n'était pas pour que David pour agrandir sa réputation, c'était pour nourrir les Juifs, tu vois. Et nous, les Tovatam, c'était pour le bien du peuple.
qui est parnessou pour qu'ils aient une parnassa. Aval l'ol, ayat les tomatos, mais c'était pas dans l'intérêt du roi. Le gamme d'avarzer assour, les régions du Sanhédrin. Et donc, ça veut dire, la Mishnah dans le premier chapitre, elle nous apprend que même ça, ou en tous les cas, voilà, que même si c'est pour l'intérêt du peuple, le roi, il ne peut pas prendre la décision lui-même, il ne peut pas le faire sans demander l'avis du Sanhédrin, Agdola, dans le Sanhédrin, Benishalin, Borim, Betumim, et de demander aussi au Kohen Gadol, avec le Borim, Betumim, Hamash Mienu. Et donc, ici, dans la Mishnah, dans le deuxième chapitre, quand on nous dit que le roi, il peut faire sortir le peuple pour une guerre facultative en demandant l'avis du Sanhédrin, ça c'est un nouveau chidouche, c'est-à-dire que le roi, il peut faire une guerre de son propre initiative, même s'il n'y a pas l'intérêt du peuple. Ici, il vient nous apprendre que bien que le roi ici, il va faire sa guerre uniquement pour son propre intérêt, quoi, pour grandir sa royauté, mais chameau et sa réputation, et que les gens du pays ne veulent pas y aller. Amal Piken, malgré tout, j'ai un Sanhédrin masqué mito, quand le Sanhédrin il est d'accord avec lui, il y a quoi les coups de femmes, là, il peut les obliger à y aller. Et dit, on voit bien, comme tu vois, qu'il me voit Bédivoire Rambam, comme on le voit dans les paroles du Rambam, dans le 5e chapitre des lois des rois dans la Lacha Aleph, que même si c'est pour son intérêt propre et sans aucun intérêt pour le peuple, il peut forcer le peuple à aller dans une guerre facultative qui n'est pas justifiée par la Lacha. Et donc il dit, et a priori, c'est les paroles de Maïmonide lui-même qui sont difficiles à comprendre, qui ont besoin ça veut dire d'une explication. Minalan, d'où est-ce qu'il a appris ça? Qu'on aurait le droit, l'afkir des fachot, ça veut dire de mettre en danger. L'afkir des fachot, ça veut dire, c'est plus que mettre en danger, ça veut dire rendre des âmes efker, ça veut dire comme si voilà, on va les envoyer à l'abattoir, ou l'arnesam et de les mettre dans un danger de mort, qu'aider l'arbot Gedulato uniquement pour pouvoir agrandir sa grandeur, les chameaux et sa réputation. Parce que voilà, ça veut dire le fait sur le dos du peuple, quoi. Ça veut dire sur le dos de la vie des gens. C'est bon. Ok. Puisqu'on voit même dans le traité de Sota, ça veut dire il va apporter donc un autre passage d'Agmara où là-bas, quand on appelle une guerre, comment dire, de facultative, c'est une guerre qui agrandit quand même les frontières d'Israël. Et ça, c'est pas vraiment la même chose que, par exemple, d'agrandir sa réputation ou sa grandeur, puisque, comme on va voir, c'est-à-dire, je fais un petit arrêt ici, mais c'est-à-dire que, en fait, quand on avait déjà parlé sur les frontières d'Israël, et en fait, on avait vu que, par exemple, que ce qui définissait, en fait, les frontières d'Israël quand on sortait des limites qui avaient été données par la Torah, c'est si elles étaient partagées entre les tribus. Et donc, ça veut dire que pour que la terre d'Israël elle soit agrandie, il faut que le terrain conquis soit partagé par les tribus et le roi il reçoit un 13e, comme on avait vu. Or, par exemple, dans le cas de David, par exemple, dans l'histoire, on dit que David il a conquis toute la Syrie, mais la Syrie elle n'est jamais devenue partie d'Israël parce que David il n'a pas partagé en fait, avec les autres. Ou avec ses généraux, etc. Mais ça veut dire qu'il a gardé que pour lui. Et donc, c'est ça ce qu'il veut dire. Donc, lui veut dire que du Rambam qui dit que le roi, il peut obliger le peuple à aller faire une guerre facultative pour agrandir sa frontière et ses honneurs et ses machins. Donc, ça veut dire, c'est pas qu'il va partager. Il va pas agrandir la frontière d'Israël. Il va simplement avoir des terrains à lui, tu vois. C'est-à-dire, et malgré tout, donc, on lui demande d'où est-ce que le Rambam il a sorti ça. C'est-à-dire que dans la Gemara, dans Sota, on voit que une guerre facultative, c'est agrandir les frontières d'Israël. Chose qui ne va pas arriver si jamais le roi fait une guerre uniquement dans son intérêt propre. Parce qu'on peut dire qu'agrandir les frontières d'Israël, c'est pour tout le klal, puisque c'est partagé par la suite. Mais c'est ce qu'on voit dans David, que lui, bien qu'il n'a pas partagé les conquêtes, il avait le droit de le faire parce que les Juifs, ils ont quand même pris part dans le butin. Et c'est ça ce que le Midrash veut nous apprendre, c'est-à-dire même si jamais, ok, c'est David, il a gardé les terrains pour lui, mais en tous les cas, le butin, il l'a donné au RSA, quoi. Ça veut dire pour combler le trou du puits, quoi. donc, ça veut dire que, donc c'est pour ça qu'il y avait un intérêt pour le peuple d'Israël, quoi. C'était gagnant-gagnant, quoi. Ça veut dire, voilà. Mais il dit, voilà, ici, alors qu'ici, on ne nous parle pas de ça, tu vois. Le Rambam, il dit, ouais, c'est pour son honneur, c'est pour sa gloire, etc. Donc, c'est, quand même, David, il a dit,
au peuple, vous pouvez, si vous partagez le butin, c'est vous qui prenez le butin, que dès l'arrive la haine Israël de Varnasatam, donc c'était pour que le peuple d'Israël il gagne des richesses. Vada Amrinan, et ce qu'on dit ici, Hakolam ou Parashat Melech, tout ce qu'on dit au niveau de la Parashat du roi, que Melech Moutarbo, que le roi il peut, donc on a vu dans Shmuel qu'il peut utiliser des gens, forcer des gens à aller à l'armée. Mais frère Melech, Parashat Melech, et nous, me voir chez Yemota, la coupe, Ben Adam, chez El Kol Acherev. Donc il dit, même dans la Parashat de Melech, dans Shmuel, jamais il est mentionné que le roi il peut obliger des gens à aller à la guerre. C'est-à-dire, les Sheikhoul Acherev, qu'ils aillent en face du glaive, les Hereg, où se faire massacrer, le Ivadon, et tuer pour la Rabot Gedulato, uniquement pour grandir ça veut dire sa grandeur, Veshamro et sa réputation. Alors, donc la question pour lui, elle reste difficile. Il dit Veoulai Kavanat Rambam Kmoshe Katav Alakha Mishneh, que peut-être qu'il veut dire que l'intention du Rambam, c'est comme le Alakha Mishneh, qui veut dire que ça serait l'intérêt du peuple que le roi il soit puissant. Les Gamzi Utovat Aklal, parce que c'était ça aussi l'intérêt du peuple, chez Amelach Marbek et Doulato, que le roi soit agrandisse on va dire son pouvoir, et sa réputation, que tout le peuple, tout le monde ait peur de lui, tremble, etc. devant lui. La Geshet Lemdina, comme ça, évidemment, ils ont peur de commencer à se battre avec lui. Et la Chamimo de faire la guerre avec lui. Et que ça, en fait, ça va permettre à ce qu'il y ait moins de goïms qui vont essayer d'attaquer Israël. On me colle quand il dit malgré tout, ça reste quand même difficile. Comment est-ce que la Gemara peut dire que l'enseignement il est répété 2 fois pour rien, alors que dans le premier chapitre, le roi il est uniquement passif, etc. Et si la Mishnah, dans le 2e chapitre, elle vient nous dire que le roi il peut prendre l'initiative d'envoyer les gens au Casse-Pipe pour son propre intérêt, c'est un ridouche, tu vois, et ça veut dire qu'on devrait quand même ou bien avoir une source. Et alors que la Gemara considère ça comme si c'était complètement évident, tu vois, si on explique comme le Rambam, quoi. Des mots machmenou de dire quoi la coupe Bena Medina, même si on explique comme le Rambam qui peut forcer les gens à aller en guerre, c'est sûr qu'il faut une source pour ça. Et la Gemara ne peut pas dire on l'a déjà enseigné une fois et c'est évident. Et la Gemara répond elle dit simplement oui, comme on l'a déjà marqué les lois des rois, on a répété les lois des rois alors que c'était mentionné nulle part avant. Et en plus, on n'a pas de source pour ça, etc. Donc ça, c'est ce qu'il dit, tu vois, ça sera là, il dit Vetsaïch Youn, c'est-à-dire il n'a pas vraiment de réponse à ça. Maintenant, on va faire un deuxième passage, ça va être l'Agmara, donc où en fait on va voir, un autre auteur, tu vois, qui est plus connu, que tu as un peu peut-être, je pense, c'est pas si c'était avant lui ou pas, le Raphaïm de Vologine, c'est celui qui a ouvert la première yeshiva du monde. Que lui, il va parler sur ça aussi, il va porter des questions, enfin voilà, il va partir lui d'un passage dans la Gemara dans Hérouvine, on voit une sorte de contradiction, et lui, il va apporter il va dire une théorie, en tous les cas, il va dire quelque chose. Ouais, je ne le dis pas pour pas casser le suspense, et donc voilà, je fais d'abord, donc je pense que normalement, la prochaine étape, c'est de faire la Gemara dans Hérouvine, en espérant que tout se passe bien. Voilà. 2 secondes. Ouais. Normalement, vous devrez l'avoir. Comme j'ai mis Rachid, ça fait un petit peu petit. Ok, donc 2 secondes. Je vais remonter un peu. Ok, donc la Gemara ici, dans Hérouvine, elle parle évidemment des lois de Shabbat. Je peux zoomer encore un peu plus si vous voulez. Je peux zoomer, ça va ou je zoome plus? Tout en sachant que c'est un risque à chaque fois. Prenons le risque. Ouais, comme il disait Mussolini, il faut apprendre à vivre dangereusement. À aimer vivre dangereusement. Donc, en tout cas, donc là-bas, la Gemara, elle parle en fait, tu vois, de quand est-ce qu'on a le droit donc de porter des armes et d'attaquer des goyim, d'entrer en guerre si c'est Shabbat, grosso modo. Et donc, la Gemara dit que ça veut dire, la Gemara va dire, on n'a pas le droit, grosso modo. Il y a une braïta qui dit que si jamais des goyim sont venus attaquer une ville juive, en fait, on n'a pas le droit le Shabbat d'aller prendre des armes et de les défendre. Ok. La Gemara va dire tout de suite après, on commence ici, il dit pas Marim à mourir. Quand est-ce qu'on dit ça? C'est-à-dire que on n'est pas obligé, on ne peut pas aller le Shabbat, tu vois, aller prendre la défense de la ville le Shabbat. Que chez Baou Alice Mamon, c'est quand ils sont venus à demander de l'argent. Mais s'ils sont venus parce qu'ils veulent
prendre des armes, ça veut dire soit tuer des gens, soit prendre des otages, etc. Donc, Yotzin Alem, Bikle Zeinan, donc on peut sortir le Shabbat avec toutes ces armes, Mehalin Alem Ta Shabbat, et on transgresse pour sauver, tu vois, cette ville qui a été attaquée, le Shabbat. Okay. Et sur ça, elle continue, elle dit, Ukshaya Smuha Alisfar, et si c'est une ville qui est proche de la frontière, Afilu Lobaou Aliske Nefashot, même s'ils ne sont pas venus pour prendre des armes, et la Aliske Teben Vekash, mais simplement parce qu'ils veulent prendre de la paille. Voilà, de la paille, je ne sais pas comment traduire cache, c'est deux types de paille, quoi. Donc ça veut dire Yotzin Alem Bikle Zeinan, on part aussi le Shabbat avec les armes. A priori, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une ville qui est sur la frontière, même si jamais en réalité, voilà, il n'y a pas d'attaque officielle il n'y a pas de danger de mort sur les personnes, etc., et qui ne demandent pas grand-chose. Malgré tout, ça veut dire montrer, c'est déjà, ça sent mauvais, quoi. Donc, en fait, même le Shabbat, on peut transgresser le Shabbat, on va dire d'une manière presque préemptive, même s'il n'y a pas vraiment de danger de mort, simplement pour, ça veut dire, c'est pas qu'on veut sauver la paille, mais c'est qu'en fait, on veut surtout, c'est le message, quoi, qui est derrière, qui est, voilà, que si tu le laisses, comme ils commencent déjà à demander même quelque chose qu'ils n'ont pas à faire, tu vois, ça veut dire, sur une ville qui est dans la frontière. Donc, voilà, on est Mechalel Shabbat, même pour sauver de la paille, quoi, même pour de la paille, etc. All right. La Mishnah, elle continue, Amar Rav Yosef Bar Maniomi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef Bar Maniomi dit au Rav Nachman, au Bavel, Keir Asmoha l'Isfar Damia. Ça veut dire Bavel, c'est comme une ville qui est à côté de la frontière. Dans le sens, a priori, ce que la Gemara veut dire, c'est que c'est pas un truc qui est lié au roi ou quoi que ce soit, rien, etc. Ici, on est dans les lois de Shabbat. Mais ça veut dire que même en exil, où a priori, les Juifs en Babylonie, ils avaient des villes où il n'y avait que des Juifs, quoi. Et en fait, mais qui pouvaient avoir, a priori, il semblerait aussi que le gouvernement babylonien n'était pas excessivement, on va dire, efficace pour assurer la sécurité des Juifs. Donc, ça veut dire, si jamais même les mecs qui viennent t'embêter, ils sont pas venus pour tuer ou quoi que ce soit, mais par exemple, ils sont venus prendre des trucs comme de la paille, quoi. Ça veut dire peut-être casser des vitrines ou j'en sais rien, un truc comme ça. Même sur ça, tu es Mechalel Shabbat. Pour protéger, si tu veux, le ghetto, quoi, pour protéger Sarcelles, le 19e, ou j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire, parce que tous ces endroits-là, ils sont considérés comme des villes qui sont sur la frontière. Hein. Tu vois, c'est comme ça, tout ça, ça veut dire, donc le Babylonie, c'est-à-dire que toutes les communautés sont considérées comme des villes qui sont sur la frontière, dans le sens où tu peux mettre le Shabbat et porter des armes pour les protéger, même si jamais il n'y a pas de danger, en fait, a priori, il n'y a pas de menace physique sur les Juifs qui les mettraient avec un danger de mort, quoi. Normalement, simplement, tu vois, si les gens, ils viennent simplement embêter, quoi. C'est comme ça. Ok, bref, tu vois, Damien, Nerdea, ça veut dire a priori, Nerdea, c'était une ville où il y avait une grande concentration juive en Babylonie à l'époque, voilà, où le Talmud il a été plus ou moins été rédigé, etc. J'avance, tu vois. Narash Rabbi Dostai Demin Beri, donc voilà, donc la Gemara va apporter, c'est une source. Elle dit, Rabbi Dostai d'un endroit qui s'appelle Beri, il dit, Maïdiktiv, Vayagidou, les David, les morts, Iné Pedishtim, Nilhamim, Bekeila, Vemash Shosim et Aganot. Donc ça veut dire, donc qu'est-ce qui se passe ici? David, il est en fuite devant Shaoul. Il a déjà été roi, ça depuis longtemps comme roi par Samuel, mais personne n'est au courant, donc il est dans cette période-là où il fait du racket et tout ça. Et donc on lui dit, voilà, il y a des goïms qu'ils sont venus attaquer Keïla et ils viennent prendre que si tu veux, les granotes, ça veut dire les récoltes, ça veut dire ils viennent voler les récoltes dans la ville de Keïla. Et David, donc David il demande mais qu'est-ce qu'il fait le roi, ça veut dire qu'est-ce qu'il fait Shaoul, etc. Donc Shaoul donc il dit il fout rien, quoi, grosso modo, puisque c'était tout d'abord en dépression, ou je sais pas quoi exactement, bref, tu vois, ça veut dire c'était. Donc lui il va y aller, tu vois, ça il va y aller. En demandant à Eviatar, ça veut dire que lui il avait un Kohen Gadol en fuite avec lui, donc voilà, en lui demandant à lui aussi est-ce qu'il a le droit d'y aller, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Donc il y va. Donc, en tous les cas, on te dit, une seconde, ok, je suis Malagranot, Tana, Keila et Asmuha l'Esfaraïta. La Braïta nous dit que Keila, c'était une ville qui était proche de la frontière. Donc, je vous ai reperdu à nouveau, je ne sais pas exactement où, mais c'est moi, je vais essayer de récupérer, voilà. Keila, donc c'est une ville qui était proche de la frontière. Veim Lobaou Ela Aliskete, Ben Vekash, il vient qu'ils étaient venus que pour prendre de la paille.
Dictive et Machosim à la granote, parce qu'il est marqué ils étaient en train d'attaquer les granges. Et donc, a priori, c'était simplement ils étaient en train de battre le blé ou quelque chose comme ça. Donc, Steve va Ishal David Bachem. Donc, David, il a demandé à son Kohen Gadol qui était avec lui, tu vois, de rechange là. Il lui a dit, les Moralech, les Ketiv, à Plishtim, à aider. Est-ce que je peux aller attaquer ces Philistins-là? Vayomer Hachem à David, et Hachem il dit à David, donc le Kohen Gadol lui dit, Lech, Veikita, à Plishtim, vas-y, tu peux aller frapper les Philistins, Veoshata et Keila, et tu vas sauver Keila. C'est ce qui se passe, et à la fin de l'histoire, c'est en reconnaissance, les habitants de Keila, ils le dénoncent à Shaoul pour qu'il se fasse capturer. Non, après, on demande pourquoi après David est super antisémite, il veut tuer tout le monde. Mais, tu vois, mais ça, c'est l'histoire, tu vois, de c'est bon. Donc, le truc, c'est que Rachid dit, donc la question de savoir, c'est en quoi c'était un problème. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'il a dit, en fait, pourquoi est-ce qu'il pouvait le faire? Parce que c'était une ville qui était à côté de la frontière. Mais a priori, tu vois, l'histoire, c'est OK, mais même pourquoi tu as besoin de dire ça? Il y a des juifs qui sont en danger. A priori, on ne nous dit pas que c'est Shabbat ni quoi que ce soit. Tu vois, est-ce que ça s'est vraiment passé Shabbat? Donc, la Gemara a besoin de dire que c'était une ville de la frontière, etc. Normalement, c'est ça. Si n'importe quel juif qui est attaqué, si toi, tu es un type que tu vois qui sait te battre et tu peux avoir, tu vois, comme voilà, on a des anciens, des bêtards, on les top, tu vois, ça veut dire des gens qui, tu vois, qui peuvent, tu vois, qui savent se battre et qui peuvent défendre les juifs, ils ont une mise d'aller les défendre. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire, on a besoin de nous dire, non, c'était une ville qui est sur la frontière, il a demandé au Rim et Tumim, tu vois, ça veut dire, il n'avait pas besoin normalement. Donc, sur ça, Rachid dit, tu vois, Rachid à côté de ça, il dit bien que dans la c'est pas clair, donc j'arrive, hein, voilà, l'émotion, oui, oui, voilà, allez, si vous avez Rachid. Rachid dit, il a demandé parce qu'il dit, Isharé à sourd, ça veut dire, vous le sorcier de permis, parce que c'était Shabbat. Rachid est obligé de rajouter dans l'Agmara que le problème qu'il avait, le problème de confiance de David, est-ce qu'il devait y aller ou pas, c'est pas est-ce que je dois sauver des Juifs qui se font embêter par des goïms, c'est parce qu'en fait c'était Shabbat. Et son problème, c'est de savoir est-ce qu'il pouvait y aller Shabbat ou pas. C'est ça son problème, mais pas plus. Et sinon, et c'est pour ça que l'Agmara a besoin de dire que c'était une ville qui était sur la frontière et que donc c'était peut-être plus grave que ce que ça en avait l'air. Et donc c'est pour ça que même le Shabbat, il pouvait y aller pour attaquer les goïms et protéger, protéger les granges, bien qu'il n'y avait pas de danger de mort contre les Juifs. Mais on est obligé d'expliquer que c'était Shabbat, sinon on ne comprend pas quel est le problème. Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être une ville sur la frontière? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de demander l'avis de Orim Betumim? Ça doit être une mission normale de protéger des Juifs. D'accord? Ok, donc, je reprends l'Agmara. L'Agmara continue. Elle dit il dit, ok, donc il va sauver Keïla. L'Agmara demande, mais quel était son doute? Maïkam Ibayale. Quel était son doute? Pourquoi est-ce qu'il a besoin du Orim Betumim, de demander l'accord du Orim Betumim pour savoir s'il va en guerre ou pas? Alors, il m'a dit, si son problème, c'est de savoir Isharé et Assour, il ne savait pas s'il avait le droit de sauver Keïla le Shabbat, puisque les Goïms, ils venaient que demander de l'argent, ils ne venaient pas, en fait, se mettre en danger la vie d'Égypte. Il dit, Aré Shmuel ou Beddino Kayam. Il y avait Shmuel et son Beddin qui était encore vivant. Donc, c'est-à-dire, on ne va pas demander au Orim Betumim une question de halakha si tu peux la trouver toi-même. Il dit, c'est ça, ça veut dire, tant que tu peux, excusez-moi, tant que tu peux savoir c'est quoi la fin, tu vois, tu demandes au Bédine, tu ne demandes pas au Rim et Toumim. Donc pourquoi est-ce qu'il a demandé au Kohen Gadol, est-ce qu'il devait y aller ou pas? Et simplement la question, c'est savoir, il voulait savoir s'il allait réussir ou pas. Et là, il matzlach, il matzlach. A priori, c'est encore un autre problème là-bas. Tu vois, ça veut dire pourquoi est-ce qu'il a besoin d'arriver à ça, de dire est-ce qu'il va réussir ou va pas réussir? Normalement, il aurait dû y aller même s'il pensait qu'il ne réussirait pas. Bon, ça peut-être c'était pour se donner confiance. En tout cas, c'est ça ce qu'il a demandé. Il a demandé est-ce que j'ai le droit d'y aller ou j'ai pas le droit d'y aller. C'est son problème, c'est pas savoir s'il avait le droit d'y aller ou pas d'y aller. Le problème, c'était simplement de savoir s'il allait réussir ou pas réussir. Et donc, c'est ça ce qu'il a demandé au Rim et Tumim. Mais au niveau de la halakha, disons, c'est Shmuel, c'est le Beddin qui avait décidé que c'était permis, a priori, selon Rashi, même si c'était Shabbat. Donc, ce qu'il demandait simplement, c'est est-ce qu'il allait réussir ou pas. Avec un ami directif, on le voit dans le verset, du fait que dans le verset, quand on raconte cette histoire, on nous dit l'air va Philistine, tu iras et tu frapperas les Philistins, et tu sauveras la ville de Keïla. Donc on voit que sa question à la base, c'est de savoir est-ce qu'il allait réussir ou pas. Shema Mina, que c'était ça la question. C'est pas de savoir si c'était permis ou interdit, c'était de savoir est-ce qu'il allait réussir ou est-ce qu'il n'allait pas réussir. Une seconde. Ok. L'histoire s'arrête là. Maintenant, le truc, c'est que si jamais on reprend, tu vois, c'est vraiment.
Ouais. Donc ça veut dire, le problème, c'est ça. Ok, donc dans Rashi, a priori, ça veut dire, si on revient sur Rashi, il y a marqué simplement, tu vois, ça veut dire que le problème qu'il a, c'était Shabbat, et c'était le problème qu'a priori qu'il y avait. C'est pour ça que David se demande est-ce qu'il doit. En tout cas, c'est pour ça que la Gemara elle a besoin de dire que c'était en fait une ville sur la frontière, pour expliquer que bien que c'était un problème que d'argent, il aurait transgressé Shabbat pour sauver des Juifs, alors qu'il n'y avait pas vraiment a priori de danger de mort. Et la raison, d'après la Gemara, c'est parce que c'était une ville qui était à côté de la frontière. Donc, mais le problème, c'est parce que c'était Shabbat. Maintenant, si on regarde dans le Rashi d'avant, tu vois, ça veut dire qu'on te dit que Rashi, en fait, c'est-à-dire que l'Agma a dit, ça veut dire Rashi, quand l'Agma a voulu apporter une preuve en réalité que c'est une ville qui est sur la frontière, c'est dangereux, même si jamais les Goïms ils viennent que demander de l'argent et pas à mettre en danger des vies. Tu vois, donc l'Agma, en fait, elle apporte une preuve de cette histoire-là. Elle dit, on voit que David, il est parti sauver la ville de Keïla, bien qu'en fait, tout ce qu'il voulait les Goïms, c'était de la paille. Et voilà, et lui, il est parti quand même les sauver. Et sur ça, et donc a priori, Rashi, ça veut dire dans cette étape-là, il dit Vem lo baou, ça veut dire eux, ils étaient venus uniquement. Là, et donc Rashi dit Vafal pichen, et malgré tout, Massar David Atzmo Alatil, David, en fait, il s'est mis en danger pour sauver la ville de Keïla parce qu'elle était sur la frontière. Et en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, donc ça veut dire, pour expliquer l'histoire, c'est comme ça, c'est que, ça veut dire, je vais essayer d'expliquer un peu le problème, c'est que si ça veut dire, dans une première, reprenons encore une fois le raisonnement d'Agmara. Agmara, elle va apporter en fait une preuve en ramenant cette histoire de Keïla, qu'une ville qui est sur la frontière, même si jamais il y a un danger, en fait, uniquement d'argent, il faut quand même venir la sauver, le Shabbat, parce que c'est sur la frontière, c'est dangereux. Et l'Agmara dit, elle veut apporter une preuve de ça. La preuve qu'elle apporte à ça, c'est quoi? C'est que David, il est parti sauver la ville de Keïla. Et donc l'idée, c'est que tu vois, Rashi, il veut dire en fait, parce que ce que l'Agma elle veut apporter comme preuve, a priori, c'est qu'une ville qui est sur la frontière, c'est dangereux. Et que, a priori, Rashi va expliquer que c'est pour ça que David, en fait, il s'est dit, ah tiens, il faut que j'aille sauver cette ville-là, parce qu'en fait, ils sont sur la frontière. Si on laisse faire, ça va amener un mauvais message, etc. Donc il faut que si l'armée du roi ne fait rien, il faut que moi, en fait, je prenne l'initiative avec mes types pour aller, si tu veux, pour aller sauver la ville. Et donc, on a l'impression, ça veut dire, comme, grosso modo, pour expliquer cette histoire, c'est que comme la Gemara, dans une première étape, elle veut apporter une preuve qu'une ville qui est sur la frontière, c'est dangereux, a priori, l'histoire, ça veut dire la preuve, elle peut venir en fait que du fait, Rashi, en tous les cas, il a expliqué que la preuve, elle est venue du fait que, sinon, pourquoi David, il aurait pris l'initiative d'y aller, tu vois. Rashi dit, Rafal Pichen, ça veut dire, ils étaient venus que pour demander de la paille, et malgré tout, David, il s'est mis en danger pour aller les sauver. Ça veut dire, et ça veut dire que Rashi, en fait, quand on lit Rashi sur cette étape de l'Agmara, ce qu'on a l'impression, c'est que, en fait, il y avait un problème. L'Agmara, elle a besoin de justifier, pas simplement que c'est un problème de Shabbat, mais que le type, il va se mettre en danger pour sauver de la paille, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des Juifs qui se font attaquer auxquels on est en train de leur prendre de la paille, mais ils ne sont pas en danger de mort ni rien du tout, il n'y a pas de menace physique sur eux. Et toi, tu vas prendre tes soldats et tu vas te mettre en danger physique pour aller leur sauver de l'argent, quoi. Qui te dit que tu as le droit de faire ça? Qui te dit que tu as le droit de mettre ta vie en danger ou de mettre la vie des soldats en danger alors que les types que tu vas protéger, ils sont eux-mêmes pas en danger. Tu vois, ils ne sont pas en danger de mort, ils sont là simplement pour, en fait, tu vois, voilà, c'est quoi un problème d'argent, ça veut dire. Et si tu veux, l'Agmara, elle dit, ok, ça veut dire c'est parce que c'était une ville qui est sur la frontière. Il semblerait que, voilà, puisque c'est une ville sur la frontière, à ce moment-là, ça devenait un danger, etc. Mais à partir de ce moment-là, si tu veux, l'idée, c'est que on ne comprend pas pourquoi est-ce que Rashi, par la suite, il fait entrer l'histoire de Shabbat dans l'histoire. C'est-à-dire que si le fait, tu vois, c'est-à-dire que si tu veux la contradiction qu'il y a dans les deux Rashi, vous voyez l'un juste à côté de l'autre, c'est que au début, Rashi semble dire que le problème, ça veut dire le fait que l'Agmara a besoin de dire que c'est une ville sur la frontière, et le problème halachique qui est adressé ici, c'est de savoir est-ce que tu peux te mettre en danger pour sauver l'argent d'un juif alors qu'il n'est pas lui-même en danger parce qu'il est attaqué par des goïms. Et sur ça, l'Agmara a dit oui, c'était une ville sur la frontière, donc il y a un problème, ça pouvait dégénérer, donc c'est pour ça qu'il pouvait y aller, etc. Mais selon ça, tu vois, pourquoi est-ce qu'il a besoin de ramener l'histoire du Shabbat par derrière en disant oh, mais c'était Shabbat. On n'a rien à faire, c'était Shabbat. Il y avait un problème déjà halachique du fait même que tu te mets en danger ou pas pour faire la guerre, tu vois. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, pour expliquer ce que je veux dire, tu vois, dans cette histoire-là, c'est que du premier Rashi, on a l'impression, tu vois, c'est ce qui va expliquer le Raphaïm de Vol'jin, c'est de dire que, en fait, se mettre en danger dans une bataille alors que
on protège personne, ça veut dire il n'y a pas de danger de vie, il n'y a pas de menace vitale sur quelqu'un, sur un autre juif, en fait, ça a besoin d'être justifié. C'est pour ça que la Gemara a besoin de dire, oui, c'était sur la frontière, etc., etc. Mais si c'était ça, pourquoi Rachid, dans la page juste après, il dit, oui, mais c'était Shabbat. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de dire que c'était Shabbat? Il y avait un problème. C'est-à-dire, on a besoin de nous dire que c'était sur la frontière pour savoir s'il avait le droit de se mettre en danger ou pas. Et se mettre en danger, c'est a priori plus grave que de faire Shabbat ou pas faire Shabbat. C'est ça ce que tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. En fait, ça va être ça la question, tu vois, que l'Arafim de Vologine va poser sur cette histoire-là. Et là, je vous dis déjà, avant de faire dans les mots ce qu'il va dire l'Arafim de Vologine, lui, ce qu'il va dire, c'est qu'on apprend de là, lui, ce qu'il va apprendre de là, c'est que, en fait, la guerre, c'est pas considéré comme se mettre c'est pas que c'est pas considéré comme se mettre en danger, mais ça veut dire que les lois du danger de mort, en fait, ne s'appliquent pas quand on va en guerre. Ça veut dire que c'est la guerre, ça veut dire, on a l'impression que lui veut dire que la guerre, c'est comme une sorte de, c'est une sorte de, ça veut dire c'est une partie de la vie, quoi. Ça veut dire c'est normal, ça veut dire c'est des choses qui arrivent. Et ça s'appellerait pas en fait de se dire, voilà, on n'a pas le droit de se mettre en danger parce que, voilà, ça veut dire parce que c'est alors qu'il n'y a pas de vie, si tu veux, il n'y a pas de vie à sauver, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, si imaginons que il y a des goïms, tout ce qu'ils ont, c'est des revendications territoriales ou des revendications d'argent. Alors tu pourrais dire, ben voilà, ok, vous voulez ces territoires XY, disons qu'il n'y a pas plus que ça ne peut pas dégénérer. Et ben, ok, on vous donne ces territoires et c'est nous tranquille puisque tu vois, la vie humaine, elle est plus importante que n'importe quel territoire d'après la Torah. Tu n'as pas le droit de te mettre en danger, tu vois, c'est ça l'histoire de Pikuach Nefesh, il n'y a aucun drapeau qui vaut une vie humaine. Tu vois, normalement, ça devrait être ça la logique. Mais lui, il dit en fait que non, et c'est ce qu'on a l'impression, tu vois. Si on est le premier Rashi, on a l'impression que c'était ça le Rashi, il veut dire ça, il voudrait dire tu ne peux pas te mettre en danger si jamais tu ne vas pas sauver quelqu'un d'autre, tu vois. Mais la suite de Rashi veut dire que non, en fait, que c'est pour ça que Rashi a besoin de montrer l'histoire de Shabbat, etc. C'est-à-dire que si c'était pas Shabbat, c'est sûr que tu peux le faire. Et qu'il n'y a pas, quand tu es dans une situation de guerre, il n'y a pas véritablement de problème. Ça veut dire, tu peux te mettre en danger pour la guerre, même si jamais, en fait, ça ne rentre pas dans l'idée de Pikuach Nefesh, de sauver une âme, etc. D'une manière, parce que la guerre, on va dire, lui, il dit, ça fait partie de la vie. Pour donner un truc que lui va dire, tu vois, ça veut dire, lui, il va donner un exemple, tu vois, il dit de Yaakov, que Yaakov, quand il était avec Esav, il s'est préparé à la guerre. Et en fait, tu vois, pour lui, il dit, voilà, il n'y avait personne qui l'obligeait à aller en guerre. Et ça veut dire, et pourtant, tu vois, il s'est préparé à la guerre d'une manière volontaire en envoyant des envoyés à Esav, etc., etc. Et en plus de ça, lui, ce qu'il dit, ce qui est super intéressant là-bas, c'est que quand tu regardes dans les versets, il y a marqué, il a mis les enfants des esclaves d'abord, et ensuite, tu vois, ses enfants à lui, et ensuite les enfants de Rachel. Mais lui dit, mais comment ça se fait que tu envoies les enfants, de quel droit tu envoies les enfants des esclaves au casse-pipe, tu vois, je veux dire, si tu mets les Noirs dans les premières lignes, tu vois, c'est comme les Américains, vraiment quand ils faisaient les Sfaradim en Israël, tu vois, c'est pourquoi, de quel droit tu choisis cela pour en faire de la chair à canon. Et dit, de là, on voit que, en fait, c'est quand c'est une guerre, le roi, ou pas celui, tu vois, qui est en charge, je veux dire le roi, mais celui qui est en charge de la guerre, il a pas, en fait, à se préoccuper, en fait, de la vie des soldats. Ça veut dire, il a pas à ça veut dire que il peut choisir qui va aller au front, qui va au front, qui on met dans des situations difficiles ou pas, comme justement avec David et Bethsabée, etc. Donc, oui, c'est ça ce qu'il va dire. Voilà, on va le faire dans les mots, mais ça veut dire, ça part, en fait, de ce hiatus qu'il y a dans tous les cas dans Rashi, quand il parle, donc que je ne sais pas exactement, moi je me rappelle, comme je n'ai pas vraiment bien préparé, donc je n'ai pas vu en fait vraiment si elle répond à la fin. Mais c'est-à-dire que dans Rashi, il y a une sorte de contradiction. Au début, Rashi semble dire ouais, pour justifier la guerre, si tu veux mettre tes soldats en danger, il faut que toi-même tu sois mis en danger. Il faut qu'il y ait un danger, que tu sauves la vie d'autres, sinon tu n'as pas le droit de mettre tes soldats en danger. Et dans la suite du Rashi, que quand Rashi dit c'était Shabbat, on a l'impression que non, le problème c'était Shabbat, mais c'était pas de se mettre en danger. Enfin, je me rappelle ce que lui va dire. Lui va dire en fait que David, il n'était pas roi, c'était au moment où il a attaqué Keïla, il a sauvé Keïla, donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas mettre ses soldats en danger. Lui, il va dire après que c'est qu'une prérogative du roi. Alors, on va le faire dans les mots, et puis voilà, c'est bon. C'est bon. J'arrive. Ça marche. Voilà, maintenant, 2 secondes. Voilà. Donc ça c'est le numéro Messadel. Vous avez les dates. C'est le Rav Naftali Tzvi Berlin, c'est pas Raphaïm Berlin, c'est Rav Naftali Tzvi Berlin. Voilà, donc il est de 1816 à 1893. Donc voilà, donc voilà ce que lui il dit. Donc il va, et donc voilà.
Il dit comme ça, il dit Sham Piresh Rashi, donc Rashi a expliqué, il dit Boamatril, il n'était venu que pour prendre de l'argent, ça veut dire que pour prendre de la paille. Il dit Vafal Pichen, et malgré tout, Massar David Asmo, David, il sait comment dire, mis en danger, on va dire, l'Atil pour sauver la vie. Mashma, donc il semblerait de Rashi, les Imlo Haya Sakanat Nefashot, que si jamais il n'y avait pas un danger de vie et de mort pour les gens de Keïla, qui ici avait lieu à cause du fait que c'était en fait sur la frontière, Aya Asur les David, l'Ikanes Bamilhama, ça aurait été interdit pour David de rentrer en guerre. Chez Ivadaï Sakanat Nefashot, parce que pour lui c'était vraiment un danger, pour lui et ses troupes. C'est-à-dire tu mets ta vie en danger pour sauver des gens qui ne sont pas réellement en danger. Tout ce qu'ils demandent, c'est de la paille, on donne leur et c'est bon. Mais donc, il dit, mais dans la suite de la Sougia Rashi, il a expliqué, il se demandait à la question à l'Afrique qui avait savoir est-ce qu'il pouvait aller sauver Keïla ou pas. Ishari et Assour, si c'était permis ou interdit, mais Shabbat Aïta, c'était Shabbat. Ok, donc le petit bouclé, j'ai Shahal, Ishari Mishum Sakana. Et donc, il demande, et ça veut dire, et donc, il demande, c'est une contradiction. Pourquoi Rachid ne dit pas que en fait, la question était de savoir si jamais il avait le droit de se mettre en danger pour sauver des gens qui n'étaient pas en danger. Alors donc, pourquoi Rachid, en fait, il a fait rentrer Shabbat au milieu, tu vois, a priori, c'est quand même une contradiction dans Rachid. Donc, il dit, Ubehemet muta la melech et lachem afilu melchamet reshut. Donc, lui dit, si on regarde maintenant dans ce qui est marqué dans le Rambam, etc., a priori, un roi, il peut entrer dans une guerre facultative. Mais non, Rochef les Sakanat Nefashot, et il n'a pas en fait à se poser des questions sur les personnes qui vont mourir en guerre à cause de lui, même s'il n'y a aucune mitzvah, même si c'est que pour sa gloire, etc. Et alors il dit pourquoi? D'où ça sort ça? Il dit jamais Sakanat Milchama Mishar Sakanat. Parce qu'une guerre, c'est pas considéré comme mettre quelqu'un en danger de mort. Ça veut dire parce que tu vois, c'est normal. Ça veut dire, voilà, c'est comme ça. Tu vois, c'est un truc comme ça qu'il veut dire. Teda, il dit, il apporte une preuve à ça. Les Beivamot, il a fait une tête. Shakil Vitari Hachas, Ve'ach et Emile David Shiva Ish Mibene Shaoul, Vechim Maso Banim Yesh Badavar. Donc, je pense que je ne vais pas vous embêter à faire la Gemara dans les mots. Donc, il y a le texte, je l'ai ici. Moi, comme je suis fatigué, je ne vais pas vous embêter. Mais ça, je vais vous dire à l'oral, l'idée, simplement, c'est que, en fait, là-bas, donc c'est encore une histoire qui est connue dans l'histoire de David, c'est qu'après, donc, quand David il commence son règne, il y a 3 années de famine. Bref, là encore, le peuple, il n'est pas content, etc. Donc, il demande Orim et Tumim. Et ils disent, oui, la famille, elle est là parce qu'en fait, ça veut dire, parce que Shaoul, il n'a pas été enterré avec les honneurs qui lui étaient dus, peu importe. Et, okay, donc, il va aller récupérer les honneurs de Shaoul, mais aussi parce que Shaoul, il y avait des gens qui étaient les Givonim, qui avaient une parnassa des Kohanim. C'est-à-dire, sur les Givonim, c'est-à-dire, Shaoul, il avait mis à mort une ville entière de Kohanim. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient aidé David dans sa fuite. Et donc, en mettant à mort cette ville, c'est pour ça que David, ici, quand il a Keïla, il a son Kohen Gadol avec lui, qui est un réfugié de tout ça. Mais l'idée, c'est que voilà, dans cette histoire-là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, OK, c'est qu'il faut donner des réparations aux Givonim, qui donnaient la parnassa à la ville des Kohanim, etc. Et ils demandent, en fait, que les enfants de Shaoul, ils soient mis à mort, ils soient pendus. On avait déjà vu, je ne sais pas si on a vu cette marée, etc. Il a pris des enfants qui étaient justement, bref, une des femmes que lui, il avait récupéré de Shaoul, etc. Mais là-bas, on nous dit qu'en fait, il y avait Mephibosheth, qui était donc le fils de Jonathan, et que, en fait, normalement, en fait, si tu veux, chacun, il demandait au Rim et Tumim, est-ce qu'il allait être, lui, le sacrifié, tu vois. Et David, en fait, il a pris Mephibosheth de la ligne et il l'a enlevé, tu vois, parce qu'il ne voulait pas que, comme c'est le fils de Jonathan, il ne voulait pas qu'il soit sacrifié. Et sur ça, la Gemara demande, mais comment est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Est-ce qu'il a pu faire ça? Et donc, la Gemara, à la fin, elle répond, non, il a fait que des tfilotes pour que Aaron ne veuille pas le prendre et que, finalement, a priori, il n'avait pas le droit de l'enlever du listing. Il n'avait pas le droit de l'enlever du tirage au sort. Et la question, tu vois, qu'il demande à Raphaël Berlin, c'est de dire, OK, mais on voit par contre, par exemple, que quand il y a l'histoire de David avec Bethsabée, le mari de Bethsabée, en fait, David, il envoie au front en première ligne. Et personne ne pose de questions. Tu vois, même le prophète, quand il lui en veut, il lui dit, voilà, ça veut dire que tu n'es pas coupable. Ça veut dire comment le roi, il peut choisir qui va en première ligne et qui ne va pas en première ligne, tu vois. Et alors que, ça veut dire comment est-ce que la Gemara, ça lui paraît normal que David, il choisisse qui va aller en première ligne, qui va servir de char à canon, et ça, c'est normal. Alors que quand on va choisir des types qui vont être pendus, ça aimerait bien, non, David, il ne peut pas intervenir pour caser ces mecs, tu vois ce que je veux dire, pour
ça veut dire pour sauver des types qui ne voudraient pas être, puisqu'en fait, pourquoi ça serait différent? Et donc, en fait, si tu veux, Raphaël de Berlin, il apporte de la même preuve que la guerre, c'est différent. Ça veut dire que le roi, en fait, il peut envoyer les gens en guerre, etc., au cas suivre. Il peut choisir qui c'est qui va aller dans les lignes, qui va, de manière arbitraire, qui va être la chair à canon, qui va en première ligne, etc. Et ça ne s'appelle pas qu'il est mis en danger parce que la guerre, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Ça veut dire, tu vas faire son travail, quoi. Et donc, c'est comme si quelqu'un a un business, il dit, il met des types, tu vois, qui sont, je sais pas, managers, des mecs qui sont un truc, et c'est lui qui décide. Et ça s'appelle pas, ça rentre pas dans le compte de mettre en danger, alors que si jamais il y a des gens qui doivent être sacrifiés, le roi, il n'aurait pas le droit d'intervenir pour choisir qui veut sauver. Donc c'est ça sa preuve, quoi, dans la Gemara d'ailleurs. Vraiment, c'est bientôt fini, les papas, je sais que. Donc, lui demande comment est-ce que la Gemara là-bas demande c'est-à-dire est-ce que le roi, comment est-ce qu'il a pu utiliser son influence pour sauver ceux qui allaient être sacrifiés pendus parmi les enfants de Shaoul. Arrête de Kol Amilkamot, alors que donc, la Gemara donc elle trouve que c'est étonnant et qu'il n'avait pas le droit de le faire et qu'il n'a pas fait finalement. Arrête de Kol Amilkamot, alors dans toutes les guerres, Mamit Sarat Sava, ça veut dire le roi il choisit qui est le général, et Sono, comme il veut, comme Sakana, il peut en mettre un en danger en première ligne, il y a le terme Arishon plus que l'autre. Et il apporte une preuve de Yaakov, que moi je trouve cette preuve assez extraordinaire. Il dit que Yaakov Avinu, et Yaakov Avinu, et mis Benach Farot, il a mis les enfants des esclaves, Rishonim, en première ligne, dans la guerre. Et ça a choqué personne, quoi. Ça veut dire que c'était normal. Mais non, caché clair. Et c'était pas considéré comme un problème de choisir, de choisir cela, d'aller en première ligne et de mettre les autres, non, comme des planqués, au fond, tu vois, qui puissent se sauver. Et la Gemara, la Torah, elle ne trouve pas ça compliqué ni un problème. Et là, chez Ané Milchama, parce qu'une guerre, c'est différent. D'un boisson, ça quand même pas parce qu'il n'y a plus le problème de dire que c'est un danger de mort. Le Ragbe Shabbat, et c'est que le Shabbat où il y a un problème, à son Milchama Tareshut, que ça serait interdit de faire une guerre facultative, parce que c'est pas considéré comme une occupation normale au point où on pourrait le faire même le Shabbat, quoi. C'est ça le seul problème. Donc, moi, j'ai Kadabrashi, Araya, David, Shimasa, Asmo. Et donc, lui veut dire que, donc maintenant, il a le problème en disant, voilà, mais comment est-ce que Rashi dit que, a priori, dans le premier Rashi, on avait vu qu'il y avait une question, même, est-ce que David, il avait le droit de se mettre en danger pour sauver des Juifs qui n'étaient pas eux-mêmes en danger? Alors, il dit, ok, là, la première réponse, il dit, Lav Mishum Shel Rashi, ça veut pas dire qu'il n'avait pas le droit il aurait pu le faire quoi qu'il arrive. Ça veut dire que quelqu'un, il peut se mettre en danger dans une guerre, même si jamais il ne vient pas sauver personne. Il n'a pas besoin de justifier sa guerre pour une raison, voilà, je viens sauver des vies. Alors, Aya Bezetova, Racha, il a la masse à Sachem, mais simplement pourquoi il a fait ça? Alors, Aya Bezetova, l'éclat d'Israël, ça veut dire que Rachi veut dire que c'était pas quelque chose qui était bénéfique pour toute l'Assemblée d'Israël. Tu vois, et là, les Tova des Zéhir, c'est simplement pour sauver une ville pour de l'argent. Et la Mishum Shayas Far, et c'est simplement parce que c'était une frontière. Benoga avec l'Israël, et c'était en fait, ça touchait tout le peuple d'Israël. Bon, simplement dans cette réponse-là, il va t'en toucher. Mais là, il va dire sa vraie réponse, qui est un peu difficile aussi. En fait, il dit, mais il veut dire, mais Yoter Nire, lui semble, d'Araya, que la preuve, pourquoi Rachid a besoin de dire que, comme il dit derrière Rachid, il compte que du fait qu'il avait le droit de se mettre en danger pour faire la guerre. Vézéa plus rouge, mais ça mourit charé à Assour. Et quand la Gemara demande est-ce que c'était permis ou interdit, c'était pas à cause de Shabbat, c'était en fait parce qu'est-ce qu'il avait le droit de se mettre en danger ou pas. Alors, ok, alors pourquoi? Et pourquoi Rachid voulait expliquer ça comme ça? Parce que Rashi Katanou des Milchemet Sharei Gam Bereshut, est-ce qu'on dit que le roi il peut mettre en danger n'importe qui d'une manière facultative pour sa propre gloire? C'est quelque chose qui s'applique simplement au roi. C'est ce que la Gemara dit dans Shabbat, dans Kiddushin, en ce qui concerne la mort de Uriah, le mari de Bethsabée. Ça veut dire qu'ils m'ont dit, tous ceux qui sont morts en guerre, toi, David, tu n'es pas considéré comme responsable, parce qu'en fait, il est le roi, il peut mettre des gens en danger, et il a le droit de mettre, voilà, ça veut dire, il a le droit de mettre d'aller dans une guerre facultative. Avalkan, chez Loya David, Meller, mais je veux dire qu'ici, c'est différent parce que dans l'histoire de Keïla, David, il était en fuite, et il était donc simplement en train de faire du racket, donc il n'était pas un roi, bien qu'il avait été loin. Et donc c'est pour ça que Rachid a besoin de dire que la raison pour laquelle il s'est mis en danger, c'est parce qu'il avait sauvé des Juifs. Mais sans ça, comme il n'était pas roi, il n'avait pas le droit de mettre ses soldats en danger pour simplement sauver l'argent d'autres Juifs.
Ça veut dire qu'il veut faire une distinction entre un roi, ça veut dire que ça serait une prérogative. Il n'y a que le roi, en fait, qui peut décider de mettre des gens en danger pour sauver de l'argent. A priori, il faut dire que Yaakov, il avait un statut de roi par rapport à sa famille. Tu vois, à Balkan, chez moi, il y a David et Laïn Melach, mais donc ça veut dire pour lui, il veut dire que, par exemple, pour la Karachi, il a besoin de dire qu'en fait, il venait pour sauver des êtres humains. Ça veut dire, comme il n'était pas roi, les Saken Anashim, il n'avait pas le droit de mettre en danger ces hommes, sauf si c'était une nécessité. Et c'est pour ça qu'on dit que c'était sur la frontière. C'est ce que la Mishnah a dit, en fait, s'il y a des goïms qui viennent faire un siège sur une ville d'Israël, on ne sort pas avec des armes, et on ne transgresse pas le Shabbat. S'ils viennent, et donc lui veut dire que du fait qu'on dit on ne transgresse pas le Shabbat, il semblerait que le début de la Mishnah qui dit on ne va pas avec des armes contre eux, ça voudrait dire en fait même un jour de semaine. Ça veut dire que si quelqu'un, il veut dire que sur une ville qui ne serait pas dans la frontière, où ça ne peut pas dégénérer, et il y a des juifs, des goyim qui viennent attaquer des juifs pour de l'argent sans les mettre en danger, les autres juifs, ils n'auraient pas le droit de prendre des armes pour se mettre eux-mêmes en danger pour les sauver. C'est ce que lui veut dire. Est-ce que ça peut venir que du roi? Machma de Gesha Bechol Aïré, puisqu'on voit de la. Donc, c'est que dans la Mishnah, du fait qu'il y a marqué on ne va pas, des non-juifs qui viennent faire un siège sur des villes d'Israël, on ne sort pas avec eux avec des armes. Et ensuite, il y a marqué on ne transgresse pas le Shabbat. Donc, il semblerait que la première halakha, elle ne parle pas du Shabbat, elle parle d'un jour de semaine, et malgré tout, il n'y a pas à aller en guerre contre les goïms si jamais il n'y a pas de danger de vie ou de mort pour des autres juifs, parce que tu mets toi-même en danger et tu n'as pas le droit. Machma de Recha, Bechol Aïred, donc il semblerait que le début de la Mishnah, ça parle d'un jour de semaine, sur la ville des Sakanat Mechama, on n'a pas le droit de se mettre en danger de guerre, si jamais c'est que pour sauver de l'argent et c'est pas pour sauver des vies, quoi. Et donc, c'est ce que lui veut dire, sauf si c'est un roi. Donc, il veut dire que, tu vois, ça veut dire que le roi, lui, il pourrait, Jacob, il peut, mais que comme David, en réalité, à l'époque de Kéhila, il n'était pas roi, donc il ne pouvait pas, et c'est pour ça que Rachid a besoin, je veux dire que la raison pour laquelle il pouvait le faire, c'est parce que c'était sur la frontière, il y avait un danger ça pouvait dégénérer. Enfin, tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, parce que j'ai un peu raccourci, parce que voilà, il y a un peu de chaos. Mais en tout cas, mais bon, voilà. Donc, ce qui sort de tout ça, c'est, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est en tout cas, le Rambam, il écrit, tu vois, comme on dit, put it on record, c'est-à-dire qu'un roi, il peut faire une guerre facultative, même si c'est pas dans l'intérêt du peuple, même si ça veut dire, c'est ce que il n'y a aucun danger ni quoi que ce soit, que c'est pour sa gloire et pour sa renommée, etc. Il peut le faire. La question est de savoir d'où est-ce qu'on sort ça. Ça reste assez, tu vois, comment dire, pas simple. A priori, tu vois, le natif de Vologine, lui, il veut dire qu'a priori, on l'apprendrait de Yaakov. Et Yaakov, il a provoqué une guerre il était prêt en tous les cas à provoquer une guerre avec Esav en mettant les enfants des esclaves en première ligne. Donc ça veut dire grosso modo qu'un type il peut, ça veut dire une guerre, donc l'idée ça veut dire qu'une guerre c'est pas considéré comme mettre quelqu'un en danger parce que ça serait comme une occupation nécessaire de la vie. Donc tu peux pas dire voilà je le fais pas parce que c'est dangereux, tu vois, c'est comme les mecs quand ils vont travailler sur des gratte-ciel ou des choses comme ça, tu vois, ils prennent des risques, on voit les gens ils prennent des risques dans leur métier. Voilà, ça peut être des métiers dangereux. La Torah, elle dit pas, comme c'est un danger de vie ou de mort, tu n'as pas le droit de faire ce métier. Donc, ça veut dire, voilà, donc c'est un métier comme un autre, grosso modo, c'est un truc de la vie, donc c'est un métier. Donc, le roi, n'importe qui, celui qui a le pouvoir, il peut obliger les gens à se mettre en danger sans avoir à donner des comptes et même sans rentrer dans le protocole qui est de Pikuach Nefesh, qu'on ne met pas une vie en danger, etc., etc. Ça, c'est, tu vois, mais après, donc ça, c'est ce que la de Vologine, il voudrait dire, mais il voudrait dire que ça serait limité uniquement au roi et pas à autre chose. Avant ça, c'est ce qu'on a vu à la fin, mais dans le premier avis, c'est-à-dire dans la première Gemara, etc., le Rav qu'on a vu avant Bornstein, etc., a priori, lui, en fait, la vraie question que ça pose, c'est, quoi qu'il en soit, il faudrait une source pour ça. Ça veut dire que c'est léger, ça veut dire, on voit que la Gemara, elle prend ça comme un truc évident. Elle dit, la Mishnah, elle disait simplement, si on se rappelle depuis le début, la Mishnah disait, oui, le roi, il peut faire sortir le peuple pour une guerre facultative en demandant l'avis du Sanhédrin. Et la Mishnah dit ça, mais c'est évident parce qu'il avait déjà été dit dans la Mishnah avant que le Sanhédrin, il peut décider de faire partir en guerre. Alors comme on voit là-bas, ça ne parle pas du roi du tout, etc. Et on a l'impression que tu fais un intérêt pour le peuple. Et même là-bas, la Gemara, quand elle a cherché une source, elle n'a pas vraiment trouvé en réalité. Elle a dû se rabattre sur un midrash avec David qui est sur un truc. Et c'est bizarre, tu vois, tout ça, c'est bizarre. C'est quand même une halakha très grave. Donc finalement, tu vois, on ne sait pas d'où ça sort. Voilà.
Mais voilà. Mais c'est sûr que le Rambam il est étonnant parce que la source du Rambam sur c'est-à-dire qu'une guerre facultative, c'est uniquement pour agrandir sa gloire et sa renommée. Voilà, ça, c'est carrément, ça se trouve nulle part, quoi. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà, c'est un début de réflexion. J'espère que je sais pas si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Hein. Je peux voir mon permis. Ah, c'est vrai, mais c'est sûr que c'est difficile. C'est sûr que je me rappelle, je crois que par exemple, quand il fallait rendre les territoires occupés, il y avait tous les poskim, ça veut dire Avodia Yosef et Rav Eliashiv. Ils avaient dit, ouais, en fait, il faut rendre les territoires parce qu'il n'y a aucun territoire qui vaut la vie, une vie humaine. Et si, en fait, on peut se truquer. Et je me rappelle que tous les rabbinim, ça veut dire, ça, c'est ce que j'avais dit, tu vois. En fait, les Bahou et Shivot, ils étaient venus dans la maison de comment il s'appelle, de Rav Eliashiv, mais il n'y avait déjà pas beaucoup de fenêtres. Et ils avaient réussi à lui casser quand même des fenêtres. Tu vois, parce que tu vois, il disait que c'était n'importe quoi, etc. Et je sais pas, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, ouais, le concept, il est difficile, ça veut dire, on comprend. C'est sûr que le problème, c'est dès qu'on a un État, c'est différent. Moi, je pense comme ça, tu vois, je pense que c'est pas, je sais pas si ça doit se limiter au roi, si c'est en fait, tu vois, c'est difficile, tu vois, c'est ça, c'est ça c'est ça ce qu'on voit en tout cas, parce que là, c'est que David, avant qu'il soit roi, ça veut dire, il fonctionne suivant la halakha, de dire, je peux pas risquer en fait mes soldats, etc., etc. Mais une fois qu'il a un État, il peut dire, ok, je m'en fous, je vais faire la guerre, je vais agrandir mon royaume, et on n'a même pas besoin de justifier ça pour l'intérêt d'Israël, quoi. C'est difficile à dire, mais enfin, voilà, on a un truc comme ça, tu vois. C'est encore une fois, il faut arriver à ce que, je sais plus si c'était Yves ou si c'était Thierry qui avait dit, ouais, c'est comme eux, ils demandent un roi pour être comme toutes les nations. Donc, ça veut dire dans les prérogatives des rois, c'est d'être comme toutes les nations. Donc, en fait, si les autres rois, ils font des guerres de conquête pour ça veut dire pour leur gloire, alors nous aussi, on le fait, tu vois. C'est un truc comme ça. Et moi, c'est l'impression que j'ai, c'est que le Rambam, il parle des rois qui se fréquentent, quoi. Ouais, Ah, ouais, parce que je pense qu'il disait le contraire, je ne sais pas quelle influence ils avaient sur lui ou pas, mais en tout cas, ça ressemble beaucoup à ce qui se passait en Europe, enfin, ou même c'est-à-dire, ils faisaient pas des guerres de conquête de tous les côtés, quoi. Donc, bon, je pense que Ouais. à l'époque, c'était un peu la culture générale, quoi. On fait la guerre parce qu'on fait la guerre, quoi. Il n'y a pas de Je justification. pense à l'origine de la demande, c'est ça, quoi. C'est clairement exprimé par le peuple à Shmuel. On veut être comme les autres nations. ouais. Donc ça fait partie, on va dire, ça fait partie. Enfin, je veux dire, c'est vraiment le modèle des autres rois qui est pris, quoi. Puisque, alors je sais pas si c'est quand même prévu dans la Torah qu'il y a un roi, mais est-ce qu'il y avait un modèle d'un roi juif comme ça particulier, quelque chose, Parce qu'ils cherchent je toujours sais ça. pas. Moi, il me semble, si tu veux, le modèle, même le parcours de David, c'est le parcours de quelqu'un, d'un roi qui est comme les autres nations, qui va fonder une dynastie, quoi. Comme il y a eu des grandes dynasties parmi les nations, etc. Donc, avec des gens qui se font eux-mêmes, voilà, qui ont pris des gens comme Cyrus, par exemple, ou d'autres qui ont fondé comme ça des empires, etc. Et bon, ça ressemble beaucoup, quoi. Il n'y a pas de raison que toutes les halakhot ce soit pas pareil, quoi, finalement. C'est vrai. Mais de toute façon, on avait vu déjà dans la taxation que ça marchait comme ça, que si tu veux, que quand la Gemara, elle parlait à dire qu'est-ce qui est une taxe juste, qu'est-ce qui est une taxe injuste, elle avait dit en fait, ça dépend du standard, qu'est-ce qu'ils font les autres pays, quoi. Et en fait, on a l'impression que c'est beaucoup comme ça. C'est-à-dire, c'est comme dit du Rambam, c'est que si les autres pays font comme ça, ben, c'est ça le standard. Donc, c'est ça un roi, quoi. Et c'est le standard, il est fixé par l'usage, quoi. C'est ce que ça veut dire. C'est si tu es dans une civilisation où on ne fait pas de guerre de conquête, alors toi, tu ne dois pas être celui qui fait les guerres de conquête. Si jamais tu es dans une civilisation où tout le monde en fait, alors tu peux en faire. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Pour moi, c'est vraiment le stade final de la conquête de la terre d'Israël, quoi. Parce que, bon, si tu veux, je pense que c'était dans la logique, finalement, qu'ils finissent par demander un roi, comme ça, pour aller au bout du processus, pour, on va dire, vivre. En fait, rentrer un peu dans l'histoire, quoi. Parce qu'on a l'impression que la période des Juges, on sait pas trop, on sait pas trop comment ça.
ça tient en fait. On ne sait pas trop ce qui. On sait pas trop ce. Bon, mais finalement, ce qu'on avait dit dans un cours, c'est que ça amenait peut-être moins de problèmes, ça créait peut-être moins de problèmes vis-à-vis des nations. Le fait Comme tout le monde. d'occuper la terre, on va dire, sans avoir d'aller au bout d'un processus, enfin d'un processus de, comment dirais-je, étatique comme ça, d'une emprise étatique sur un pays, quoi. C'est peut-être moins agressif, quoi. Je sais pas. Peut-être que là, si on occupait le pays comme ça sans avoir un État d'Israël, même si on était en grande majorité, peut-être que ce serait moins problématique pour les nations. On sait rien. Ça paraît inconcevable, mais. Ah, non, non. De toute façon, parce qu'il y a toute cette histoire-là, ça c'est sur le sionisme, tu vois, ça n'a rien à voir avec le roi, c'est-à-dire, tu vois, il y avait l'interdit d'aller en Israël en masse, tu vois, ça c'est notre histoire. Ouais, bon. Mais c'est sûr que, moi, pour ça, moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que, comme tu dis, moi, je pense que les nations, elles sont justifiées, c'est-à-dire, elles sont attaquées. Elles sont attaquées moralement et remises en question. Si jamais un peuple, il veut être parfait. Voilà, c'est-à-dire, il ne veut pas avoir d'armée, il ne veut pas avoir de roi conquérant, il veut dire, voilà, nous, on est des prêtres, on est des tzadikim, on est, ça, si tu veux, c'est une trop grande insulte, tu vois, sur l'égoïme. Si tu veux dire, voilà, c'est là, en fait, si tu veux, la vraie orgueil d'Israël. Je pense que tu vois que l'égoïme, en fait, parce qu'ils veulent pas dire la véritable raison pour laquelle ils sont jaloux, tu vois. C'est un peu comme les femmes, tu vois, elles vont jamais te dire pourquoi elles sont énervées. Tu vois, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire l'égoïme, en réalité, la raison pour laquelle ils sont jaloux des Juifs, c'est à cause de l'élection spirituelle. Finalement, ils veulent pas le dire parce que ça, ils peuvent pas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils disent non, c'est parce que si, c'est parce que ça, c'est parce que, tu vois. Mais en fait, c'est pas ça la raison, elle est là. Et donc l'idée, c'est que pour les Juifs, s'ils veulent avoir moins de haine, en fait, ils doivent se montrer comme s'ils étaient au même niveau que l'égoïme, en disant voilà, non, nous aussi on a un roi, nous aussi on a des présidents cinglés, nous aussi on fait des massacres, nous aussi, tu vois, on n'est pas juste, tu vois. Et je pense que ça calme l'antisémitisme en réalité, tu vois. Ça veut dire, il faut que les Juifs ils l'assument, quoi, c'est tout. J'ai l'impression comme ça, tu vois, je pense ça. Tu vois, je pense que c'est moi, il n'y a rien de plus qui excite l'antisémitisme, à mon avis, en France, que les émissions de France Culture, tu vois, quand où tu as tous les gauchos, les Israéliens gauchos qui attaquent Israël, qui fusillent Israël et qui doivent amener des écrivains israéliens qui vont contre Israël. Je pense que ça excite l'antisémitisme parce que ça veut dire, voilà, c'est-à-dire vous faites double jeu, vous n'êtes même pas capable d'assumer que vous avez un pays, vous n'êtes même pas capable que vous avez, tu vois, que vous êtes dans un conflit, etc., tu vois. Mais si les Juifs ils assumaient, je pense que les goïms, ça les rassure, tu vois, dire voilà, c'est comme nous. Ah, mais je pense comme ça, je pense, tu vois, a priori, c'est ça le sens. Si on dit qu'on doit suivre les standards des goïms, c'est ça, en fait, c'est nous, en suivant leurs standards, on les justifie, tu vois, dans leur ânerie, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est tout, tu vois, c'est. Non, parce que ça, si tu veux, n'importe qui, en fait, si tu veux, à l'état personnel, n'importe quel, tu vois, Baruch Yeshiva, il voit ça, c'est-à-dire, tu vois, ça veut dire que, tu vois, les Baruch Yeshiva d'avant, tu vois, ils s'habillaient n'importe comment, etc., tu vois, ils vivaient n'importe comment, etc., et en fait, tu vois, les gens, tu vois, les autres qui les détestaient, tu vois, pas à cause de l'armée, rien comme, parce que, tu vois, ça les remettait en cause, c'est que, tu vois, comment ça se fait que moi, j'ai une voiture comme ça, et j'ai des chaussures comme ça, et un appartement comme ça, et toi, tu vis avec ça, et t'es content, tu vois, c'était pas, tu vois, ça veut dire, ça le remettait trop en cause, donc, tu sais, ouais, ces mecs-là, c'est des villes, c'est des extrémistes, Une fois que tu vois que les Juifs, ils ont commencé à dire non, nous aussi, on va avoir des belles maisons, on va avoir des belles fringues et tout ça, tout le monde veut être comme eux, tu vois. Mais je pense pas que c'est les fringues, tu vois, qui ont fait le truc, ni la maison, c'est le fait que les types, ils se sont sentis justifiés dans leur manière de vivre, tu vois, alors que sans ça, ils se sentaient, tu vois, complètement remis en question, tu vois. Donc, en fait, a priori, si tu appliques cette même sentiment-là, tu vois, avec l'égoïsme, tu dis la même chose. C'est-à-dire que, là, comment ça se fait que les Juifs, ils sont tellement comme ça, etc., ils n'ont rien à foutre de rien, et ils ont des standards moraux tellement hauts, et ça, est-ce que ça leur remet en question? Sinon, nous aussi, on fait des massacres et tout ça, mais on est content. Ouais, vous avez Hitler, nous, on a Sharon, je sais pas comment on a Bibi, voilà, on est égal. Ah bon, super. Et tu verras qu'à ce moment-là, tu vois, c'est bon d'accepter. Moi, c'est pas le but. C'est un but, a priori. Makedaï, c'est la question. Non, je pense que tu vois, selon ce qu'on explique, si on dit qu'en fait, si tu veux, le roi, il doit s'adapter aux standards des goïms,
au niveau de la moralité, au niveau, tu vois, de la taxation, au niveau des guerres et tout ça, c'est qu'on a l'impression que oui, c'est à la fin, tu vois, ça veut dire le rôle, tu vois, du Ham Israël comme le rôle, tu vois, moi je vois d'un rab ou n'importe quoi, c'est justifier aussi, si tu veux, la vie matérielle, quoi. Et ça veut dire, c'est comme si, tu vois, c'est comme si, en fait, il y aurait une, tu vois, tu vois, c'est pas qu'il doit, tu vois, je sais pas, tu vois, tu vois, tu vois, c'est le roi, je me rappelle, comme vous avez déjà dit, un truc de Lacan sur ça qui dit, est-ce que tu vois, c'est le roi qui permet la jouissance, tu vois, ou un truc comme ça. Ça veut dire, voilà, c'est si le roi jouit, alors nous aussi, on peut jouir, tu vois, c'est un truc comme ça. Et en fait, c'est comme si, en fait, il y aurait un problème, tu vois, au niveau, chez les goïms, chez n'importe quel être humain, tu vois, qu'on retrouve, tu vois, avec Caïn et Hevel et tout ça, c'est-à-dire d'avoir une jouissance du monde matériel saine ou d'avoir, tu vois, voilà, de prendre le cadeau d'Hachem et d'être heureux avec et c'est tout, tu vois, et qu'il a envie de rendre quelque chose à Hachem, il a du mal à vivre une vie matérielle sans spiritualité, et qu'en fait, tu vois, le rôle du Cohen, c'est celui qui va justifier la jouissance de l'autre en disant non, moi aussi, tu vois, ça veut dire, ok, moi j'amène le corban, etc. Toi, peut-être aussi, tu vois, tu peux aussi amener où je suis ton envoyé, etc. Mais je suis comme toi, tu vois. Ça veut dire, je suis comme toi, et donc toi, tu peux jouir de la vie, tu vois, parce que voilà, parce que moi aussi, je joue de la vie, parce que moi, j'amène le corban, si tu veux, pour toi aussi, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Mais je pense que c'est ça le but, tu vois. C'est si jamais, voilà, je pense que le rôle du Cohen, c'est de justifier. On voit bien que le rôle du Cohen par rapport au Israël, etc., c'est de justifier, en fait, le Israël dans sa jouissance de la terre, tu vois, de la Chalta Savata, ça veut dire. Et tu vois, si tu vois, de calmer ce mal existentiel qui aurait chez un être humain, en fait, simplement, tu vois, de profiter de la vie d'une manière, tu vois, voilà, d'une manière, tu vois, sans rapport à la divinité, quoi. Voilà, on a l'impression que c'est comme ça maintenant. Pourquoi c'est pas un intermédiaire, j'en sais rien, mais c'est possible que oui, il y a besoin d'un modèle, il y a besoin d'un, tu vois, ça veut dire, ouais, il y a besoin d'un modèle, il y a besoin mais le but, à la fin, ce serait que l'être humain s'accepte, tu vois. Pour moi, c'est pas, ça me paraît pas, comment dire, ouais, tu vois, ça veut dire lointain, tu vois. Que le peuple d'Israël, il doit être un pays qui a le temple, tu vois, qui a une relation au divin, mais qui vit comme une autre nation, et que tu vois, qui justifie par là, tu vois, les autres nations dans leur essence, tu vois. Moi, je pense comme ça. Moi, je pense comme ça. Je pense que ça me paraît plus, parce que sinon, pourquoi Hachem il a créé l'être humain, tu vois? Tu vois, tu vois, ça veut dire, donc, tu vois, c'est qu'une question de gestion, tu vois, le rôle de l'Israël, c'est comment gérer cette humanité, tu vois, dans la relation divine. C'est pas, en fait, ni de la nier, ni de la culpabiliser, ni quoi que ce soit. Donc, si dans l'humain, il y a la guerre, si dans l'humain, il y a la conquête, il y a la gloire, le machin, alors, ok, ça aussi, tu dois accepter, tu vois, c'est pas louable, c'est pas tout ce que tu veux, c'est peut-être pas très intelligent, mais si c'est ça, tu vois, ça fait partie de la nature humaine, donc c'est comme ça, donc, il faut le justifier. Hachem, il a voulu que ça soit comme ça, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, tu vois. D'accord, tu vois, ça veut dire, c'est un truc comme ça, que je te dis, tu vois, ouais, a priori, c'est ça. Je veux dire, a priori, l'État d'Israël, l'Israël en tant que nation, à mon avis, c'est pas une ascèse vers la spiritualité, c'est plus c'est une justification d'une matérialité, quoi. Tu vois, ça veut dire, mais avec une relation, voilà, mais encore une fois, une relation divine, mais c'est tout. C'est plus vrai aujourd'hui ce que tu dis, mais c'est vrai que dans les années, enfin moi quand j'étais sioniste il y a longtemps, Israël c'était un pays très différent des autres, donc tu dis pas tu vas en Israël pour normaliser le monde, tu vas en Israël pour vivre une vie complètement différente, donc tu te dis si c'est pour vivre une vie différente dans un pays qui est exactement le même que celui que je quitte, il y avait peu d'intérêt, quoi. Non, c'est vrai que la pression intérieure, c'est la pression des pays où on est. C'est un pays qui est fait pour normaliser les Juifs, c'est ça le problème. Les Juifs, si tu veux, ils ont une maladie là, et surtout là maintenant, ils ont quand même une maladie de l'exil un petit peu. C'est vrai aujourd'hui, mais quand on peut les normaliser. Oui, mais quand tu parles années 70-80, quand c'était le pays, bon bref, c'était pas d'autres chameaux, mais j'exagère, mais à peine. C'était quand même un pays assez fragile et enfin en tout cas tu n'avais pas le confort. Je sais que moi la première chose que je faisais quand je rentrais en France c'était de prendre une douche parce que la pression de l'eau quel bonheur. Donc c'est con mais c'est quand même un pays voilà faible. Donc tu disais si je viens dans un pays faible, ok je veux bien faire l'effort, mais si c'est pour trouver les mêmes merdes que j'ai dans le pays fort, autant prendre les avantages pas que les inconvénients, tu veux. Alors aujourd'hui ça s'est beaucoup équilibré. Et globalement, le pays où les douches étaient tellement bonnes commence à sentir un peu le gaz. Donc si tu veux, oui, maintenant, ce n'est pas la même logique. Mais c'est vrai que
C'était la fameuse phrase de Ben Gurion qui disait le jour où il y aura des prostituées en Israël, on sera un pays normal. Et ça c'était les sionistes. Les sionistes étaient au plafond parce qu'ils disaient maintenant, si on ne veut pas d'un pays normal, sinon on reste chez nous. C'était toute la problématique, quoi. Mais c'est vrai ce que tu dis, Auriel, c'est ça la vérité, c'est qu'il y a une normalité dans le monde et puis il faut l'accepter, quoi. Il faut que les Juifs, bien que, bon, je veux dire, il y a quand même cette volonté, on va dire, de faire mieux que les autres ou d'être comme un exemple, c'est quand même très très présent chez les Juifs, quoi. C'est quand même, voilà. Faire mieux que les autres, il y a quand même la volonté. Et oui, il y a la volonté c'est pas de dominer, hein, mais c'est de maîtriser, on va dire, les sujets, essayer peut-être de le faire un peu d'une autre façon. C'est présent quand même. C'est pas une volonté affichée, on va dire, d'être exactement comme les nations. Il y a quand même une volonté de faire mieux ou de montrer par quel chemin, on va dire. Moi, je trouve ça assez louable parce que plutôt que d'être, enfin, je sais pas l'histoire de la nation de prêtres. Alors, c'est peut-être pour après, mais ça me dérange quand même. Je pense que c'est pas c'est une fois de plus. Bon, je sais que ça t'avait un peu heurté quand je t'avais dit pourquoi tu veux rester à l'abri, mais bon, on pourrait dire, voilà, si tu veux, nous aussi, on va mettre les mains dans le cambouis, quoi. On va voir ce qu'on en sort, quoi, avec tout ça, quoi. Nous aussi, on met les mains dans le cambouis. Et bon, c'est ce qu'ils font en Israël. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que c'est le pays qui cumule au monde le plus, on va dire, de handicap. Je veux dire, ils sont arrivés, à tous les niveaux. Je veux dire, tu peux pas, à chaque fois qu'il y a, on va dire, un feu rouge à prendre ou un sens interdit ou tout ce que tu veux, c'est un pays, bon, il les a tous pris, il a pris toutes les galères, tous les handicaps, un pays à qui personne jusqu'à aujourd'hui, enfin bon, ne donne vraiment un avenir et il en a fait il essaye d'en faire des forces, quoi. Il essaye d'en faire des points d'excellence, etc. Et c'est assez extraordinaire, quoi. Moi, rien que pour ça, si tu veux, ça vaut le coup. C'est exactement ce que c'est disaient tout, les hein. Arabes. Et les douches, bon, je te confirme qu'il y a de la pression maintenant. Après, hein. En Israël, oui, je sais maintenant. Oui, ça, et même, si tu veux, même plus qu'il n'en faut, parce que si tu veux, mais bon. les appartements, mais ici, même les apparts sont vivants, quoi. Bon. Ouais. Non, mais c'est ce que tu dis là, c'est marrant, c'est ce que disaient les Arabes. À la même époque, les Arabes disaient si tu veux te débarrasser d'Israël, rends le normal, arrête de lui faire la guerre, ils vont se détruire entre eux. Ils vont devenir normaux, ils vont se détruire entre eux. Moi, je sais pas. C'est sûr qu'ils ne sont pas très malins, ça, c'est certain qu'ils ne sont pas très malins. Et je ne sais pas, moi, dans quelle mesure, sans la résilience et sans les attaques extérieures, Israël, ce n'est pas un truc qui va collapser assez rapidement. C'est vrai, tu peux dire ça aussi. Tu peux dire ça. Bon, pour l'instant, on est tenu par le danger. D'ailleurs, c'est le point d'orgue. La politique israélienne, un bonhomme politique israélien, il passe sa vie à dire qu'Israël est en danger et qu'il y a des menaces existentielles. Chaque discours, si tu veux, c'est tout. Et les gens lui demandent de s'occuper de ça. Je ne sais pas quel rapport ça peut avoir avec notre histoire des rois, si tu veux. Parce que pour le reste, l'économie, tout ça, on a l'impression que ça marche tout seul. C'est complètement, on va dire, c'est pas comme en France ou dans d'autres pays où là, c'est la principale préoccupation. Et les gens, plus le gouvernement il met les mains là-dedans et plus le truc il collapse, quoi. Mais ils fréquentent pas les mêmes. C'est le champion là-dedans. Non, mais c'est facile c'est plus facile d'être pauvre en France qu'en Israël. Hein. C'est beaucoup plus facile. Hein. Mais enfin bon, sauf que maintenant, si tu veux, la France, c'est le pays, les habitants s'appauvrissent. C'est un pays qui s'appauvrit, la France, et même rapidement, si tu veux. Alors qu'Israël, c'est un pays où les gens, malgré toutes ces galères, une fois de plus, les gens s'enrichissent, quoi. Enfin, le niveau de vie augmente, en tout cas. Le niveau de vie augmente. Oui, vu d'où c'est parti, c'était pas Après les autres, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas dire, je veux dire, tu peux pas. Il y a des populations, il y a des populations qui bossent pas. Bon, c'est bien les yeshivotes, etc. Mais je veux dire, bon, les types, ils peuvent vivre, mais tu peux quand même pas dire aux gars, je vais te faire une situation 5 étoiles luxe, tu vas gagner 15 000 euros par mois pour étudier. Ça marche pas comme ça. Mais j'ai l'impression Donc que ça, oui, il y a des gens pauvres.
mais j'ai l'impression que chaque individu a une épaisseur en Israël. Les Juifs ont une épaisseur, et en particulier cette épaisseur est multipliée en. Moi, j'ai l'impression que l'individu est. C'est beau le tourisme, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est vraiment pas ça. Et il y a des pans de la population qu'on voit pas, qu'on connaît pas, parce que globalement, c'est des banlieusards ou c'est des zonards de villes on va jamais parce qu'on n'y va jamais. Et les gars, moi je sais parce que j'ai demandé à un gars s'il voulait rester à l'armée, s'il voulait il voulait signer. Le mec adorait ça et tout ça. Il me dit non, parce que les Khayalim maintenant, c'est n'importe quoi. Ils ne parlent pas des religieux. Les religieux, ils sont très motivés et tout ça. Et ils parlent des mecs qui sont aujourd'hui, qui n'ont plus le feu qu'avaient leurs parents pour les études et pour tout ça. Bon. Ils sont des traînes savates et il y en a un paquet en Israël. Peut-être. Vous ne le voyez pas. Écoute, non, tu peux pas dire ça. Franchement, Mais tu peux pas dire ça. Ils ont une épreuve terrible avec la guerre. Et on va dire que la population, elle a été plus haut niveau même que le gouvernement dans cette guerre. Parce que, voilà. S'ils ont pu faire cette guerre, écoute, s'ils ont pu faire cette guerre, c'est à cause de la motivation des soldats et de la population. C'est tout. Je suis d'accord avec toi. Cela dit, c'est vrai d'une grosse partie de la population, mais on ne voit pas ces trucs-là parce qu'on ne le voit pas, nous, et on ne peut pas le voir, parce qu'il faudrait vivre dans des villes où on ne va pas, encore une fois, et fréquenter des milieux qu'on ne fréquentera jamais, où il y a une vraie pauvreté et il n'y a plus la motivation de leurs parents qui était de faire des études, de réussir, de se battre et tout ça. C'est des mecs qui font moins souvent la guerre. Il faut des gens pour faire les menuisiers, il faut des gens pour faire les jardiniers. Tout le monde n'est pas fait, si tu veux, pour faire le ternion, etc. Et tu découvres ça, chez les Juifs aussi. Bon, voilà. Moi, j'ai des mecs qui viennent. Voilà, ils viennent te faire le jardin, ils viennent te faire le truc, ils viennent te réparer. C'est des braves types. Bon, ils n'ont peut-être pas inventé l'eau tiède, mais c'est Amaharetz, ou je ne sais pas comment on les appelait à l'époque, mais oui, à l'époque, ça fait partie du pays. Moi, j'ai autant d'affection, j'ai aussi de l'affection pour ces gens-là. C'est des gens qui font tourner le pays. C'est des braves types. Et si demain tu te fais attaquer ou il y a un type qui te menace, il va sortir une arme et sans faire une paracha, si tu veux. Donc, ça fait aussi. C'est ça. Moi, je pense que. Moi, c'est un peu l'idée que je me fais de la Havat Israël, si tu veux. Tu regardes les gens ici, c'est un pays qui est très difficile à vivre. C'est quand même un pays où c'est difficile. Moi, j'ai un copain qui m'avait dit, qui lui est venu il y a 25 ans, il m'a dit, ne regarde pas. Bon, il est venu, lui est devenu Breslev, etc. Mais il m'avait dit, écoute, les gens ici ne regardent pas leur apparence, etc., ne regardent pas je veux dire, il me dit, chaque jour où tu vis ici, c'est un mérite en soi-même, c'est un grand mérite de vivre. Et bon, alors, outre le fait que c'est une mitzvah d'habiter en terre d'Israël, bon, tu comprends que ça se gagne. Et moi, tous les gens que j'ai vus arriver ici, ils ont payé l'addition, quoi. Écoute, moi, je suis pas. Ils ont payé l'addition. Et malgré tout, moi, je pense qu'ici, pour terminer, il faut être très, très modeste. Très, très modeste. Plus tu ouvres ta gueule et plus tu montes, et plus tu te fais massacrer et laminer. Et malgré tout, c'est bourré de grandes gueules ici. Non, c'est très. Moi, je te dis que il y a des normes. Je te dis qu'il y a des trucs qui incroyable. Et personne ne le voit. Je suis désolé. Il y a des armes, par exemple. Ce qui s'est passé le 7 octobre, pourquoi ça n'a pas réagi si vite, ça fait partie des trucs où il doit y avoir un sentiment de désengagement. Après, la guerre, c'est la guerre. Ils réagissent autrement. Mais c'est vrai que je pense, enfin, je sais pas, je sais qu'il y a des armes qui. Tu veux que je te dise, Thierry, c'est peut-être terrible. Il y a 40 ans. C'est peut-être terrible ce qui s'est passé, mais quelque part, moi, ça me rassure parce que si tu veux, un pays dans lequel c'est tout le temps sans faute comme ça, tu te dis, il ne peut vivre que dans le sans faute, c'est inquiétant, si tu veux. Mais un pays qui se prend un truc comme ça et qui est capable de surmonter, c'est quand même encore un autre stade, si tu veux. C'est quand même un autre stade, quoi. Des gens, ils sont. Bon, je ne sais pas. J'aime ton optimisme, mais cela dit, il va voir. Je pense qu'il faut c'est fait pour les. Bon.
Je te parle depuis Tel Aviv, je suis très optimiste. Ici, c'est fait pour les optimistes, c'est pas fait pour les pessimistes. Il a raison. Pour pas venir ici, c'était pessimiste. Non, mais Tel Aviv, attends, moi, la dernière fois que j'ai parlé avec une Tel Avivite, elle m'a dit qu'il voulait faire session avec Israël parce qu'il y en a marre de payer pour les pauvres. Alors, si tu veux, moi, je veux bien. C'est des conneries, mais c'est des conneries. Mais les Juifs, tu les connais dans 2 synagogues à Paris, dans 2 rues différentes, ils veulent faire sécession aussi. Enfin bon, ça c'est la nature des. C'est la nature, c'est des individualités, comme disait, je ne sais plus, c'est Benny Lévy ou autre. On est des universalismes comment ça s'appelle? C'est pas en extension, mais mince, à nous seuls, on est un monde, on est un universel, si tu veux, on est complet, quoi. Donc on a de grandes difficultés. Moi, je pense que on n'est pas comme une nation exactement comme les autres, quoi. Ce serait plutôt un clan, un assemblement, un assemblage, si tu veux, mais d'individualités forcenées, quoi. C'est comme ça. C'est tout. Alors faire sécession, ils vont pas faire sécession. De toute façon, ici. C'est le bon Dieu qui dirige. Les types, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils rentrent tous ils rentrent tous. Ça, c'est vrai. Si tu veux qu'en même temps, tu as cette dimension de l'État, mais en même temps, tu sens qu'il y a une providence qui tire le pays d'une façon ou d'une autre, quoi. Je veux dire, il n'y a rien à faire, quoi. C'est un pays qui n'est pas comme les autres à ce niveau-là. Ça, c'est sûr. Et ça, tu peux le ressentir. Tu peux le ressentir. Mais justement, c'est ça ce qui fait que l'individu a une épaisseur. Cette épaisseur, c'est justement la présence divine qui fait l'épaisseur de l'individu. Il y a également dans ce pays une autre notion du temps. Des fois, je veux dire, c'est-à-dire, c'est des journées qui en valent 10, quoi. Donc, bien sûr. Et mamache, hein. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Et même pour un Pékin comme moi qui suis finalement qu'un touriste ici, si tu veux. Donc, je sais pas, je peux pas te dire. J'ai l'impression que c'est pour gagner un shekel ou essayer de pas en perdre un plutôt. Il faut se battre alors qu'à Paris, bon, je veux dire, c'est un peu c'est différent. Voilà, c'est des choses qui se vivent. C'est pas des choses qui s'expliquent. C'est tout. Voilà, j'en sais rien. Le grand Sachem a parlé. Je comprends de la Torah, mais quand même. Parce que je parlais au début, tu vois. D'abord, je comprends ce que tu as dit, tu vois. C'est vrai qu'en fait, tu vois, les Français, quand ils vont en Israël, ils ont vraiment, et ce qu'ils voient d'Israël, c'est Disney World, quoi. C'est pas la vraie Israël, c'est le vrai Israël. Il y a un vrai Israël, des trucs, tu vois. Et ce qu'il dit Thierry, c'est vrai, mais ils sont quand même moins pires que les Arabes de Saint-Denis. Ce que je veux dire, ça fait une super grosse différence. Ce que je veux dire, c'est, non, mais c'est standard très, très bas quand même. Mais ouais, mais ce qui coule la France, c'est qu'il y a les Arabes de Saint-Denis, tu comprends? Tu peux avoir. L'idée, c'est que, tu vois, moi je te dis, Israël, c'est la France qui a réussi. C'est ça, en fait. Le système d'Israël, c'est pas un système américain, c'est un système français complètement, parce que c'est à moitié social, à moitié, etc., etc. Ça a réussi parce que tu as affaire à une société plus homogène et qui marche, tu vois. Ça veut dire, ça suffit de maintenir, tu vois. Donc, tu as des mecs, comme tu dis, qui sont vraiment à tout, tu vois, au bas de la porte, quoi, vraiment, tu vois. Mais ils vont pas te faire tu vois, ils vont pas faire les conneries des mecs de Saint, tu vois, ils vont pas faire des conneries comme ça. Et ça fait la différence. S'il n'y avait pas les Arabes de Saint-Denis, en France, ça marcherait, je te promets. Il n'y a pas besoin d'enlever plus que ça, tu vois. C'est 2 ou 3% du poison. En fait, ils ne les ont pas en Israël et ça suffit pour que le pays tienne, tu vois. C'est tout, mais bon, mais c'est vrai que. Ma question, elle est pas là. Ma question, c'est est-ce que cette masse-là, un peu d'essai pour compte de la société israélienne n'est pas en train d'augmenter contrairement à ce qu'on pense. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Parce que ça n'existait pas à mon époque. Alors, il y avait des gens pauvres. Ça, c'est vraiment un point de vue français. Tu veux que je te dise, je crois que je l'ai déjà raconté, celle-là. La dernière élection municipale à Tel Aviv, il y avait une liste de Français. Des Français qui se présentaient une liste pour la mairie. Le truc, je prends le prospectus, écrit partie en hébreu, partie en français, ça n'était que des revendications sociales. Il faut payer, il faut subventionner ci, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est bon, c'est français ça. Voilà, c'est tout. Il faut sortir de là. Ici, tu te prends en charge, c'est tout, tu te démerdes. Il y a un peu de social quand même, on ne te laisse pas complètement tomber. Mais avant tout, je veux dire, ta vie, elle dépend de toi, quoi. On a été trop méfounaques. Je te parle des gens, des jeunes qui sont effectivement hors du milieu religieux,
entre une quinzaine d'années, un truc. Il y en a plein qui partent en sucette, mais quand je te dis sucette, c'est des belles sucettes. Alors oui, ils ne sont pas rebeux, mais ils ne sont pas très différents. Ils scamment. Ça explosera. Il y a tous les étages, il y a des trucs. C'est vraiment grave. Et les mecs n'ont aucune motivation. Je dis, l'armée, le fait qu'on trouve des armes de Tsahal qui traînent chez les Arabes maintenant, c'est-à-dire qu'ils les vendent. Ça existe, à mon époque, ça existait même, c'était même pas pensable. Et maintenant, les mecs, il y a du matériel qui disparaît au profit des autres. Tout ça pour quelques dollars parce qu'ils vont se prendre des. Bon, bref. Voilà. Je pense qu'il y a une partie de ça et qu'on ne le voit pas et que ça me fait peur. Non, je dis que peut-être que c'est la normalisation, peut-être que c'est comme ça qu'il tourne. Comme ça avance. Parce que moi, j'ai dit, tu vois, dans les Chinois, tu vois, la pauvreté, là-bas, tu avais affaire, tu vois, vraiment au bas, au bas. C'est pour ça que moi, je sais que l'Israël, que les Français voient, c'est vraiment Disney World, je le dis. Mais je te dis, la différence qu'il y a entre la France, tu vois, et avec les États-Unis et tout ça, c'est que tout ça, parce qu'on dit, le trash, ça existe, et ça existera toujours. Si tu veux, c'est la société moderne, elle crée ça, tu vois, ça veut dire, tu peux rien y faire. Mais la différence, tu vois, je te dis que ça met pas en Israël, c'est pas du tout au point de mettre en danger la nation. Alors qu'en France, en Amérique, c'est au point où ça met en danger la nation. Et la différence, c'est parce qu'en fait, l'État d'Israël, c'est un État à taille humaine, c'est tout simplement ça. Ça veut dire que quand tu as un pays, tu vois, où il y a 6 millions d'habitants, où la plupart des gens ils sont en famille, etc., ça ne veut pas dire que tu vois, t'as pas de la délinquance et tout ce que tu veux, même très grave, et que tous les phénomènes de la vie moderne, ils sont présents comme dans tout le monde, mais ils sont gérables parce que c'est un pays, tu vois, familial. Je te jure, ça fait une différence. C'est ça, c'est le problème du monde moderne, c'est des pays trop grands. C'était l'erreur de l'Europe et tout ça, c'est de devenir trop grand. Ils auraient dû voir tu vois, les pays les plus grands, c'est les pays les plus pourris. La Chine, la Russie, l'Amérique, c'est des pays. Tu comprends, c'est trop grand, c'est plus à l'échelle humaine quand tu fais de la mondialisation. Et Israël, ça n'a pas ça, et ça permet de garder l'avantage. Tu vois, ça veut dire de la mondialisation, si tu veux, du capitalisme, avec des désavantages, mais qui sont complètement gérables par rapport aux autres pays. Moi, je sais ce que c'est, je sais que ce que tu dis, c'est vrai. Je sais que les Français, quand moi je suis venu à Jérusalem après ça, ça faisait 20 ans que je n'étais pas allé en Israël et je voyais les Français et tout ça, je me dis, mais quoi, Jérusalem, c'est une ville de milliardaires. Et Tel Aviv, c'est n'en parlons pas, tu vois, ça veut dire, c'est pas le vrai Israël. Le vrai Israël, tu vois, c'est sûr que les Français, ils n'ont jamais vu, c'est quoi, un vrai juif qui habite à Kiryat Sefer, à part ça, tu vas chez les Haredim ou chez les machins comme ça, ou c'est quoi la zone, tu vas vraiment de chez la zone, mais non, mais honnêtement, c'est gérable. Ils ne sont pas aussi mauvais. Moi, je te dis, quand je suis dans le 93, tu vois, je peux te dire que ça craint jamais, ça craindra jamais en Israël autant que ça crée, tu vois, ça craint à Saint-Denis, tu vois, ça n'arrivera jamais à ça, tu vois, même avec les armes, même avec tout ce que tu veux. Parce que c'est familial, c'est tout. C'est parce que tu vois, j'espère, ça m'inquiète, quoi, mais pas plus que ça, effectivement, mais ça m'inquiète un peu, quoi. Ça m'inquiète pas, mais quand j'entends Yves décrire ça comme le paradis Gan Eden 2, 2.0 là. Non, c'est pas le Gan Eden, mais t'as qu'à voir que les gens ici, régulièrement, quand ils font des enquêtes sur soi-disant le bonheur, etc., ils arrivent dans le top 3, quoi. Ils sont sur le podium, les Israéliens. Alors, va expliquer les choses comme ça. Moi, je les vois vivre, je vois les trucs, je vois mes gosses vivre ici. Voilà, je vois un petit peu ce que ça donne et j'imagine ce que ça aurait donné s'ils avaient continué comme ça en France à vivre dans le 16 avec à côté de papa et maman, avec les petits trucs, etc. Je sais pas, moi, ça me semble plus prometteur, quoi. C'est tout, hein. Maintenant, je te dis pas que c'est certainement pas facile. Voilà. Voilà. Je voulais dire une dernière idée, simplement, au niveau, tu vois, de l'ambition des Juifs, etc. Mais je pense que, tu vois, encore une fois, c'est exactement comme la haine des Juifs, que je pense qu'à la base, c'est une haine spirituelle. Mais je pense que même l'ambition des Juifs, en fait, c'est à la base, c'est une ambition spirituelle. Ça veut dire, un Juif ici, qu'il est connecté à des choses, tu vois, qui sont plus hautes que lui et sur lesquelles il n'a pas de maîtrise. Et paradoxalement, c'est pour ça qu'il cherche à avoir une maîtrise sur la matérialité, tu vois. Mais tu vois, quand le Maharal de Prague, par exemple, quand il parle, il dit oui, en fait, tu vois, les Juifs, pourquoi ils font plus de Averot que les non-Juifs, comme ça, il dit le Maharal de Prague dans un livre, etc. Il dit parce qu'en fait, ils font plus de fautes, c'est parce qu'ils sont connectés à quelque chose qui est beaucoup plus gros qu'eux, donc ils n'ont pas de contrôle dessus, donc ils sont beaucoup moins instables, et cette instabilité, elle les fait aller, tu vois, d'une extrême à l'autre, etc., etc. Mais à mon avis, tu vois, c'est un autre, si tu veux, une autre chose qui découle du fait qu'un juif il se sent connecté à quelque chose qui le rend instable parce que c'est aussi de lui et qu'il n'a pas de contrôle. C'est aussi il cherche à cause de ça à avoir un contrôle sur la matière, justement pour se sentir, si tu veux,
plus stable, etc. Et c'est ça ce qui crée, tu vois, c'est cette ambition à la base, tu vois, des Juifs dans le monde de la matière, elle vient vraiment, en fait, d'une peur, en fait, ça veut dire d'un sentiment, en fait, de grande fragilité au niveau spirituel, tu vois. Et les Juifs, ils essaient de combler ça en prenant un contrôle sur la matière. Et en fait, c'est pour ça qu'il est étranger à la matière. Et ça aussi, ça contribue à l'antisémitisme, parce que si tu veux, le gars, il se dit, mais pourquoi le Juif, il ne peut pas profiter de la vie comme moi, tu vois? C'est pas simplement, il se pose la question, comment ça se fait qu'il réussit plus que moi, mais en plus, comment ça se fait qu'il ne profite pas de la vie comme moi, tu vois? Parce qu'un gars, quand il voit un Juif qui profite de la vie, il sent que c'est du bluff, tu vois? Ça veut dire, quand tu vois BHL, quand tu vois tous ces mecs-là, même DSK et tout ça, tu sens que le type, en fait, il kiffe pas simplement. C'est pour ça qu'ils, tu vois, ils savent pas quoi faire avec leur fric et tout ça. Ou ils font des conneries, tu vois, comme Weinstein ou ce que tu veux. Mais ça veut dire, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est que même, tu vois, même les mecs, tu vois, qui sont à Hollywood, ce que tu vois chez le juif, c'est que c'est le gars, ce qu'il voit, c'est que c'est un mec qui n'arrive pas à kiffer, tu vois, et qui veut avoir un contrôle absolu et grandir parce que, comme si, tu vois, grâce à ça, il va finalement pénétrer la matière, mais qu'il n'y arrive jamais. Donc, si tu veux, un gars, il aura pas de, s'il n'a pas de haine pour un Nabucodonosor ou pour un autre gars, tu vois, qui ferait des grosses conneries parce qu'il se dit, ouais, le mec, il est normal, c'est un con, il kiffe et c'est super, c'est, tu vois, c'est une brute, j'adore et tout ça, et comme moi. Mais quand ils voient un juif, en fait, qui cherche à prendre le contrôle sur la matière et que ça lui échappe totalement, et donc il n'arrive même pas à kiffer. Donc c'est ça ce qui le dégoûte le plus, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire qu'il y a ce côté, tu vois, c'est ça, c'est très fort dans l'antisémite. Et tu vois, je pense, tu vois, franchement, que c'est l'histoire de la loi des rois, etc., pour revenir à ça, moi, ce que je vois, c'est quand le Rambam me dit, ouais, en fait, un roi juif, il doit faire des conquêtes, il doit chercher les honneurs, il doit tout ça, machin, rien à foutre de la vie humaine et tout ça, c'est dans le sens de dire, ouais, abandonne-toi, ce qu'Hachem il attend de toi, c'est que tu t'abandonnes à la matière, tout en gardant un rapport à la spiritualité, mais pas de chercher à prendre un contrôle dessus et d'être parfait, tu vois, dans le monde matériel, tu vois. Et c'est quand tu seras abandonné que tu auras accepté les standards, tu vois, moraux des goïms, quels qu'ils soient, tu vois, au niveau de leur guerre, leur taxation, leur connerie et tout ça, et que tu vivras ça en paix avec ça, et que tu laisseras ta volonté d'être parfait, de vouloir avoir un contrôle absolu sur tous ces trucs-là, à ce moment-là, tu seras aimé des nations, et à ce moment-là, si tu veux, ton rapport à la spiritualité, il est plus élevé, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, si tu veux, c'est comme, si tu veux, il y a la volonté de vouloir prendre le contrôle sur la matière en pensant que grâce à ça, je vais contrôler ma spiritualité, c'est une erreur complète, tu vois. Ça veut dire, en fait, ce qu'il faut, c'est s'abandonner à la matière, si tu veux, pour ensuite, tu vois, et la Neshama, elle part de la matière pour se relier au divin, tu vois. C'est ça, en fait, tu vois, ce que le Harizal, il a découvert, tu vois, ce qui est venu après le Maral. C'est qu'en fait, toute l'histoire de la Kabbale, en fait, c'est l'histoire, c'est que ce que les Juifs, ils ont cherché à recevoir, à acquérir la spiritualité par le contrôle, en fait, il fallait ça serait plutôt par le laisser aller, tu vois, par l'abandon qu'ils y arrivent, tu vois, etc. Et je pense que dans les lois des rois, tu vois, c'est ce que le Rambam dit, tous ces trucs des lois des rois, d'être une nation comme les autres, comme les nations, c'est une question de s'abandonner à la matière, d'apprendre à s'abandonner à la matière, de ne pas vouloir garder le contrôle, de ne pas vouloir être meilleur que les autres, de ne pas vouloir, tu vois, ça veut dire, et c'est que comme ça, parce que si on devient meilleur, tu vois, enfin, c'est ce que je voulais dire, je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Donc, il faut vivre au jour le jour, en quelque sorte. Non, je pense qu'il ne faut pas chercher à être parfait, plus parfait que les nations. Je pense que c'est surtout ça l'idée. Et que c'est comme ça qu'on va devenir un exemple pour eux. Parce qu'en fait, la perfection. Mais il faut se parfaire quand même, sans vouloir être parfait. Il faut se parfaire. C'est-à-dire, je pense, tu vois, que l'idée, c'est plus une résonance à la spiritualité. Tu vois, c'est ça l'histoire du Corban, tu vois, c'est le côté en fait, qui est surnaturel, de la relation qu'on a au surnaturel, que c'est à travers ça, si tu veux, plus que la recherche, tu vois, d'une rigueur morale qui est basée sur le contrôle de soi et etc. Et je pense que, parce qu'en fait, cette volonté du contrôle de soi, etc., en fait, c'est comme si c'est un rejet, c'est le fait de ne pas vouloir accepter, en fait, la nature spirituelle qu'on a, tu vois. Et c'est ça ce que tu vois, c'est ce qu'il faut apprendre à gérer. Tu vois, une fois que tu apprends, c'est quand tu apprends à gérer ça, donc tu vas générer de l'amour d'égoïme, un exemple, et tu peux remplir ton rôle de prêtre, tu vois, un peu ça, tu vois. Je veux dire, Stam, tu vois, moi je me suis passé au vécu moi-même, je vois ce que c'est le problème des rabbinim avec les juifs, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, pour moi c'est facile, il suffit simplement de refaire l'échelle, tu vois, de comment est-ce que les voix, pourquoi les juifs ont la haine des charedim, bah, tu mets ça, pourquoi les juifs, les goïms ont la haine des juifs, c'est la même chose, sauf à une autre échelle, tu comprends. Et en fait, tu vois, ça veut dire la raison pour laquelle, si tu veux, c'est tout, tu vois, tu projettes et tu comprends. Et à mon avis, c'est exactement le même système, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas vrai, tu vois, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu vois. Je pense, voilà, j'arrête ici, tu vois, mais voilà, je pense, je me laisse tranquille. Allez, comme tout, vendredi, en espérant un meilleur centre. Et embrasse les Israéliens.
Même les Yves, voyous. il était à Tel Aviv, Yves. Vous êtes à Tel Aviv? Oui, Ah, on est Oui, voisins. j'y suis, j'y suis. À quel quartier? Ah bon? On est voisins. Ouais, j'y suis aussi. Ben, Ouais, mais voilà. où? On s'est pas rencontrés. Ouais. Moi, j'ai Il une fait idée trop pour vous chaud là demain. pour sortir, moi je sors pas. Demain Ouais, matin, ouais. vous prenez la voiture et vous montez dans les crayottes qui sont autour de Haïfa. Et vous allez voir un peu le juif moderne. En fait, je suis à Tel Achomer, en fait, pour tout dire. Ah, J'y bah, bosse. J'y bosse. Ah oui, tu d'accord, bosses, ok. tu bosses. J'y bosse Ah, Ok, bravo. 3 jours. 3 jours. Et puis après, champ libre. Voilà. Allez, Reste la fin. colte. On se voit vendredi alors. J'espère être guéri. Vendredi. 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 Non, mais alors, Ouais, t'as- Pas le tout. À bientôt. Bye bye.